Le monde a regardé, incrédule, alors que certaines des plus grandes stars étaient soudainement arrachées à la vie. Aucune alerte, aucune pitié. Ces morts choquantes de célébrités ont bouleversé les gros titres et brisé des millions de cœurs, laissant des fans en deuil et des questions. Entre tragédie mystère, chaque histoire rappelle à quel point la célébrité et la vie elle-même peuvent être fragiles. Préparez-vous pour un voyage captivant à travers les chapitres les plus sombres de l'histoire récente. Voici 2 heures des décès de célébrités les plus choquants de ces dernières années. En juin 1967, la célébrité de Jayne Mansfield avait commencé à s'estomper. Mais l'actrice restait connue pour son apparence de bombe sensuelle et sa volonté de jouer des rôles provoquants dans les films hollywoodiens. Jayne n'a jamais eu l'occasion de retrouver sa place sous les projecteurs. Le 29 juin 1967, l'actrice est décédée dans un tragique accident. Un accident encore entouré de mystères. Réalité ou fiction, l'histoire de la mort de Jayne Mansfield est devenue le sujet de nombreuses légendes urbaines. Jayne Mansfield est née Vera Jane Palmer le 19 avril 1933 à Bryn Mawr, en Pennsylvanie. Elle avait toujours rêvé de devenir célèbre et son rêve est devenu réalité. À 17 ans, Jayne a épousé Paul Mansfield. Le couple a ensuite déménagé à Hollywood où Jayne a poursuivi sa carrière d'actrice. Mansfield était une femme intelligente. Elle comprit rapidement qu'elle pouvait créer une image audacieuse et capter l'attention du public. C'est ainsi qu'elle devint l'une des premières Playboy Bunnies. Elle se démarqua de ses pairs lorsqu'elle fut nommée Playmate du mois de Playboy en février 1955. Qu'il s'agisse d'exposer sa poitrine en public ou d'être la première actrice à être filmée nue à l'écran dans le film Promise en 1963, Mansfield était bien connue pour ses coups d'éclat provoquants. Elle avait une maison rose, plusieurs chihuahuas et une rivalité avec une autre bombe blonde d'Hollywood, Marilyn Monroe. Cependant, lorsque Monroe est décédée en 1962, Jayne Mansfield en fut profondément affectée. « Peut-être que je serai la prochaine », déclara-t-elle de manière inquiétante, une prédiction qui allait se révéler étrangement exacte. Il était minuit passé le 29 juin 1967. Jayne avait terminé une performance dans une boîte de nuit à Biloxi, dans le Mississippi, et entama un long trajet vers la Nouvelle-Orléans pour une apparition télévisée. Comme l'idée de la beauté à Hollywood avait évolué, passant des blondes voluptueuses aux beautés plus petites et délicates, la carrière de Jayne se limitait désormais principalement à des performances dans des boîtes de nuit, l'obligeant à voyager fréquemment. Cette nuit-là, elle se rendait à la Nouvelle-Orléans avec son petit ami Sam Brody et leur chauffeur Ronnie Harrison. 3 de ses enfants dormaient à l'arrière de la Buick Electra 225 de 1966. Les 4 chihuahuas de Jayne étaient également dans la voiture. Ils voyageaient le long de la route côtière, traversant des villes comme Biloxi, Gulfport et Pass Christian, profitant de l'air chaud d'une nuit d'été. Après avoir franchi le pont Henderson Point et le pont de la baie de Saint-Louis, ils firent une brève halte au White Kitchen, un célèbre restaurant ouvert 24 heures sur 24 près de la frontière entre le Mississippi et la Louisiane. Cependant, après cet arrêt, le voyage prit un tournant sombre sur la Highway 90. Une épaisse brume commença à se déposer sur les marais, obscurcissant la visibilité et rendant la route sinueuse encore plus dangereuse. Les choses devinrent encore plus dangereuses lorsque la Buick traversa les premières heures embrumées du matin à grande vitesse. Un camion anti-moustique avançait lentement, rendant la visibilité encore plus difficile. Son insecticide se mélangea à la brume naturelle, produisant un brouillard dense et aveuglant. Ainsi, Jayne, son petit ami Sam et leur chauffeur Ronnie ne virent pas le semi-remorque de 18 roues qui roulait lentement devant eux sur la route sinueuse et faiblement éclairée. La Buick, roulant à une vitesse estimée à 130 km/h, ne vit pas le camion à temps pour éviter la collision. L'impact fut catastrophique. La Buick percuta de plein fouet l'arrière du camion puis glissa en dessous. En conséquence, son toit fut arraché. L'avant de la Buick fut presque détruit. Jayne Mansfield, Sam Brody et Ronnie Harrison, tous les 3 assis à l'avant, furent tués sur le coup. Jayne Mansfield fut projetée hors du véhicule, son corps atterrissant sur le bas-côté de la route. Les rumeurs commencèrent presque immédiatement. Lorsque Jayne fut projetée de la voiture, sa perruque blonde resta accrochée au coin du pare-brise brisé. Des photographies de l'accident furent publiées dans les journaux et en voyant une masse de cheveux blonds, les gens commencèrent à spéculer que Jayne Mansfield avait été décapitée. Néanmoins, le coroner qui pratiqua l'autopsie déclara que bien que la tête de Jayne ait subi de graves traumatismes, y compris ce que l'on pourrait appeler un scalp, avec des portions de son crâne exposées, elle n'avait pas été tranchée. Mansfield, Brody et Harrison furent tous déclarés morts sur les lieux. La nature tragique et atroce de la mort de Jayne Mansfield inspira de nombreuses rumeurs et spéculations.
Le lien passé de Mansfield avec le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, fut au centre d'une rumeur particulièrement persistante. Selon cette rumeur, LaVey aurait jeté un sort à Brody, le petit ami de Jane à l'époque, pour qu'il meure dans un accident de voiture. Cette légende prit encore plus d'ampleur lorsque le documentaire Mansfield 66-67 fut diffusé en 2017. L'accident eut un énorme impact sur la sécurité automobile. L'Administration nationale de la sécurité routière imposa l'installation de barres de protection sur les remorques des semi-remorques en raison de la façon dont la Buick avait glissé sous le camion, ce qui avait provoqué la blessure à la tête de Jane. Ces barres de sécurité conçues pour empêcher les véhicules de passer sous les remorques lors d'une collision arrière furent surnommées barres Mansfield en mémoire de l'actrice. Le 31 décembre 1972, la légende du baseball Roberto Clemente monta à bord d'un avion dans le cadre d'une mission humanitaire. Connu pour sa carrière remarquable sur le terrain et son profond sens des responsabilités sociales en dehors, Clement se rendait au Nicaragua pour y livrer de l'aide après qu'un tremblement de terre dévastateur ait frappé le pays. Mais ce geste humanitaire allait tragiquement devenir son dernier. Né à Carolina, Porto Rico, Roberto Clemente a montré dès son jeune âge des aptitudes exceptionnelles pour le sport. En athlétisme qu'en baseball, son talent brut attira rapidement l'attention des recruteurs et à 18 ans, Clement commença sa carrière professionnelle dans la Ligue de baseball de Porto Rico. Ce ne fut pas long avant que les Pittsburgh Pirates ne le sélectionnent en 1954, marquant le début d'une impressionnante carrière de 18 ans en Major League Baseball MLB. L'ascension de Clement dans la MLB fut remarquable. Il fut sélectionné 13 fois pour le All-Star Game et obtint 12 gants d'or pour sa défense incomparable au champ droit. Avec 3000 coups sûrs en carrière, 4 titres de meilleur frappeur de la Ligue nationale, 2 titres de champion des World Series et un prix MVP, son héritage en tant que l'un des plus grands joueurs de baseball de tous les temps était déjà solidement ancré. Mais au-delà de ses accomplissements sportifs, Clement était profondément engagé dans des actions caritatives, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cet engagement envers les autres allait malheureusement mener à l'événement tragique qui coûta sa vie. À la fin de l'année 1972, le Nicaragua fut frappé par un tremblement de terre dévastateur qui détruisit une grande partie de la capitale, Managua. Les bâtiments s'effondrèrent, des milliers de personnes furent déplacées et le besoin d'aide urgente devint accablant. Clement, qui venait de séjourner au Nicaragua en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale de baseball de Porto Rico et qui y avait de nombreux amis, fut profondément bouleversé par cette catastrophe. Il se lança immédiatement dans l'action, il organisa des efforts de secours, utilisant sa notoriété et son influence pour collecter 100 000 $ en dons et rassembler de la nourriture, des médicaments et des vêtements pour les victimes. Cependant, il apprit bientôt que l'aide envoyée lors des premiers vols avait été détournée par des fonctionnaires corrompus, l'empêchant d'atteindre ceux qui en avaient le plus besoin. Déterminé à ce que l'aide parvienne à sa destination, Roberto Clemente décida de prendre les choses en main et d'accompagner personnellement le prochain vol de secours. L'avion qu'il affréta pour le vol du réveillon du Nouvel An était un Douglas DC-7 Cargo. Cet avion avait un historique de problèmes mécaniques et était sérieusement sous-effectif, ne disposant ni d'un copilote ni d'un ingénieur de vol. Pour couronner le tout, l'avion était surchargé de 1900 kg, bien au-delà de sa capacité de sécurité. L'avion décolla de l'aéroport Isla Verde de Porto Rico vers 21h20. Quelques minutes plus tard, il s'écrasa dans l'océan Atlantique, au large des côtes. La cause de l'accident fut une défaillance du moteur. La nouvelle se répandit rapidement et une opération de recherche et de sauvetage fut lancée immédiatement, mais peu de choses purent être récupérées. Quelques jours après le crash, les sauveteurs retrouvèrent des morceaux du fuselage de l'avion et le corps du pilote, mais aucune trace de Roberto Clemente ou des autres passagers ne fut jamais retrouvée. Parmi les rares objets personnels récupérés se trouvait une valise de vol vide, censée appartenir au célèbre joueur de baseball. La nouvelle de la mort de Roberto Clemente bouleversa la communauté du baseball et au-delà. Il était plus qu'un héros sportif. Il était un symbole d'espoir et de compassion. Sa mort prématurée à l'âge de 38 ans fut une perte profonde non seulement pour le baseball, mais aussi pour les nombreuses personnes qu'il avait touchées à travers ses efforts humanitaires. Après la tragédie, l'ami proche de Clement et coéquipier des Pirates, Manny Sanguillen, choisit de ne pas assister à la cérémonie commémorative. Au lieu de cela, il plongea personnellement dans les eaux où l'avion s'était écrasé, cherchant en vain son cher coéquipier. Tom Walker, un autre ami proche de Clement, révéla plus tard qu'il avait aidé Clement à charger les fournitures dans l'avion et qu'il avait été invité à rejoindre le vol, mais avait décliné l'invitation sur l'insistance de Clement, ce qui lui permit d'échapper de justesse à la tragédie.
En 1973, seulement quelques mois après le crash, le Hall of Fame du baseball le sélectionna à titre posthume. Il devint le premier joueur des Caraïbes et d'Amérique latine à recevoir cet honneur, renforçant ainsi son héritage. Le 10 juin 2016 à Orlando, en Floride, Christina Grimmie, une chanteuse de 22 ans qui a gagné en popularité grâce à YouTube et à l'émission The Voice, vient de terminer un concert avec le groupe Before You Exit au Plaza Live. Connue pour sa proximité avec ses fans, Christina est restée après le spectacle pour signer des autographes et prendre des photos. Mais cette soirée, qui aurait dû être joyeuse, a pris une tournure tragique. Le parcours de Christina vers la célébrité a commencé très tôt. Née en 1994 à Marlton, dans le New Jersey, elle a commencé à montrer son talent musical à l'adolescence. À 15 ans, elle a créé une chaîne YouTube, Zeldax Love 64, où ses reprises de chansons populaires lui ont valu une base de fans dévoués. Ses versions de Party in the USA, de Miley Cyrus et One Time de Justin Bieber l'ont aidée à atteindre plus d'1 million d'abonnés en 2011. Elle a sorti son premier EP et a fait une tournée avec Selena Gomez la même année. En 2014, Christina a participé à The Voice, offrant une puissante interprétation de Wrecking Ball de Miley Cyrus lors des auditions. Bien qu'elle ait terminé 3e, son talent et sa personnalité chaleureuse lui ont permis de gagner une base de fans de plus en plus grande. En 2016, elle avait sorti un autre EP et était en tournée avec Before You Exit. Cependant, parmi les fans présents ce soir-là se trouvait Kevin James Loible, un homme de 27 ans, obsédé par Christina. Bien qu'il n'utilisait pas les réseaux sociaux lui-même, Loible passait des heures à regarder ses vidéos YouTube et à suivre ses activités en ligne. Ses collègues le taquinaient à propos de sa fixation, mais Loible réagissait avec colère, affirmant qu'il l'épouserait un jour. Son obsession a conduit à des comportements malsains. Loible a changé son apparence, a perdu du poids et a subi des procédures comme une chirurgie LASIK pour paraître plus attirant, croyant que cela gagnerait l'affection de Christina. Les plans de Loible pour cette nuit-là étaient soigneusement préparés. Il avait acheté 2 armes de poing, des chargeurs remplis et un couteau, les dissimulant dans un sac. Loible a réussi à entrer dans la salle sans que son sac ne soit fouillé en profondeur. À 22h24, c'était son tour de rencontrer Christina. Alors qu'elle s'approchait de lui, les bras ouverts, Loible a sorti une arme et lui a tiré dessus à 3 reprises. Son frère, Marcus Grimmie, s'est jeté sur Loible dans une tentative désespérée de l'arrêter. Dans la confusion, Loible a reculé et s'est donné la mort. Des témoins ont décrit l'horreur de la scène. Un employé, Josh Cole, a entendu les coups de feu et s'est précipité à l'intérieur, trouvant Christina et Loible ensanglantée. Christina a été rapidement transportée à l'hôpital, mais a succombé à ses blessures peu de temps après. La nouvelle de la mort de Christina s'est répandue rapidement, choquant les fans et les autres artistes. Adam Levine, son coach dans The Voice, a exprimé sa tristesse, la qualifiant de « belle âme avec une voix incroyable ». Selena Gomez, profondément touchée par la perte, a publié un message sincère, tandis que d'autres artistes, dont Justin Bieber, ont dédié des performances à Christina en son honneur. L'enquête de la police a révélé à quel point l'obsession de Loible était profonde. Son ami, Corey Dennington, a révélé que la fixation de Loible était devenue alarmante, l'amenant même à faire part de ses inquiétudes au travail, bien que rien n'ait été fait. Loible avait même laissé une note chez lui exprimant son remords, mais son motif exact reste flou. Certains ont émis l'hypothèse qu'il était contrarié par la relation de Christina avec son petit ami, mais ces raisons sont mortes avec lui. La famille de Christina a été dévastée par sa perte. Des funérailles privées ont eu lieu le 16 juin 2016 et le lendemain, des milliers de personnes ont assisté à une cérémonie publique pour lui rendre hommage. Adam Levine a généreusement couvert les frais funéraires, ce que le père de Christina a qualifié de formidable. En conséquence, la Christina Grimmie Foundation a été créée pour soutenir les familles touchées par la violence armée. Depuis son lancement, l'organisation à but non lucratif a aidé plus de 100 familles. L'héritage de Christina perdure à travers sa musique. Sa famille a sorti son dernier single, Invisible, en 2017 et a reversé les bénéfices à la fondation. L'enquête sur sa mort a révélé des failles de sécurité au Plaza Live, ce qui a conduit la famille de Christina à intenter un procès pour homicide involontaire contre la salle. Bien que l'affaire ait été rejetée en 2019, elle a sensibilisé à la nécessité de renforcer la sécurité lors d'événements publics. Les amis, la famille et les fans de Christina se souviennent d'elle pour son talent et son grand cœur. Grâce à la fondation, sa mémoire perdure, apportant de l'aide à d'autres victimes de violences et rappelant au monde entier l'importance de mesures de sécurité appropriées. Nous sommes le 24 décembre 2024 à Aspen, dans le Colorado.
Lynn Bahn, créatrice de bijoux de 52 ans et star d'une émission de télé-réalité sur Netflix, passe les fêtes avec sa famille. Connue pour ses bijoux audacieux et ses clientes de renom comme Rihanna ou Beyoncé, Lynn apparaissait également dans Bling Empire, New York, une série sur la vie de riches Américains d'origine asiatique. Elle était célèbre, mais surtout profondément aimée. Ce matin-là, Lynn part faire du ski, une activité qu'elle pratiquait souvent. Elle était prudente et portait toujours un casque, mais en haut d'une piste, un de ses skis accroche quelque chose, elle tombe en avant et se blesse au visage. La chute ne semble pas grave. Elle se relève, redescend la piste seule et se plaint simplement d'un léger mal de tête. Les secouristes l'examinent pour détecter un éventuel traumatisme crânien, mais ne trouvent rien d'alarmant. Un ambulancier suggère malgré tout une visite à l'hôpital pour faire un scanner par précaution. Lynn accepte et part avec son mari, Jed Kane. À l'hôpital, les médecins découvrent une hémorragie cérébrale. C'est sérieux, elle est téléportée en urgence vers un centre de traumatologie pour être opérée. Lynn subit une craniotomie, une intervention qui consiste à retirer une partie du crâne pour soulager la pression sur le cerveau. Elle est placée sous sédation et se souvient s'être réveillée dans un lit d'hôpital après l'opération. Quelques jours plus tard, elle publie une photo sur Instagram. On y voit sa tête à moitié rasée, une longue cicatrice chirurgicale et du matériel médical autour d'elle. En légende, elle écrit « En un clin d'œil, la vie peut basculer ». Elle remercie l'équipe médicale, les secouristes et sa famille. Malgré tout, elle se dit reconnaissante d'être en vie. Le post suscite un immense élan de soutien. Amis, fans et collègues de l'émission lui envoient des messages d'encouragement. Dorothy Wang confie avoir eu des frissons en lisant ces mots. Christine Chiu lui adresse tout son amour. Beaucoup saluent la force de Lynn face à l'épreuve. Tout laissait penser qu'elle était sur la voie de la guérison. Mais cette guérison fut de courte durée. Après cette publication, Lynn se fait discrète sur les réseaux sociaux. Elle rentre chez elle, à Tribeca, New York, et poursuit sa convalescence auprès de son mari et de leur fils, Sébastien. Puis, le 20 janvier 2025, tout bascule. Ce matin-là, Jet découvre Lynn inconsciente dans leur lit. Les secours sont appelés, mais elle est déclarée morte sur place. Elle avait 52 ans. 2 jours plus tard, Sébastien annonce la nouvelle sur Instagram. « Ma maman est décédée lundi ». Il explique que Lynn voulait partager son parcours après l'opération et qu'il lui semblait juste d'en informer ses proches et ses soutiens. Il parle d'elle comme de sa meilleure amie, une mère aimante et une femme qui est restée forte tout au long de sa récupération. Elle n'a jamais cessé de sourire, jusqu'au bout. Sébastien accompagne son message de photos de famille, pleine de joie et de tendresse. Il la décrit comme « la maman la plus drôle et la plus cool » et promet de faire vivre sa mémoire. « Je t'aime plus que la vie elle-même », conclut-il, une phrase que Lynn lui répétait souvent. La réaction est immédiate. Rihanna commente, bouleversée, appelant Lynn leur marraine féerique, ajoutant « c'est trop dur à encaisser ». Dorothy Wang adresse un message à Sébastien se souvenant de l'amour que Lynn exprimait chaque fois qu'elle parlait de lui. La disparition de Lynn touche profondément. Elle a passé plus de 25 ans dans l'univers de la mode. Ses créations ont été publiées dans Vogue, Elle et W Magazine et portées par des stars comme Madonna, Cardi B ou Kendrick Lamar. Née à Singapour, elle a marqué des villes comme New York, Londres et Paris de son empreinte créative. Sa participation à Bling Empire, New York fut brève mais marquante. La série, diffusée en octobre 2022, suivait la vie d'Asiatiques américains influents à New York. Lynn s'y démarquait autant par son style que par son amour pour sa famille. Ses collègues la décrivaient comme audacieuse et bienveillante. Sa mort survient quelques mois après celle d'une autre membre de l'émission, Anna Shea, décédée d'un AVC. Pour de nombreux fans, c'est une perte de plus arrivée bien trop tôt. La chute de Lynn n'était ni imprudente ni extrême. Elle avait respecté toutes les consignes de sécurité. Elle avait même été prise en charge immédiatement. Mais certaines blessures ne peuvent pas être soignées. Son dernier post montrait une femme pleine d'espoir. Mais derrière ce sourire, elle affrontait encore quelque chose de grave. Elle s'est finalement éteinte paisiblement, dans son sommeil, entourée de ceux qu'elle aimait. Elle laisse derrière elle son mari, Jed Kane, et leur fils, Sébastien. Le 16 mars 2009, au Mont-Tremblant, une station de ski située au Québec, au Canada, Natasha Richardson, une actrice de 45 ans reconnue pour ses rôles dans À nous quatre, de Parent Trap et à Broadway, profitait de vacances en famille. Bien que Natasha ne soit pas une skieuse expérimentée, elle choisit de descendre une piste facile appelée Nansen, réputée pour ses pentes douces et adaptée aux débutants. Un moniteur l'accompagnait pour la guider tout au long de la descente. Vers midi, Natasha tomba en skiant et se cogna la tête contre la neige. Au départ, elle semblait aller bien. Inquiet de l'incident, son moniteur contacta la patrouille de ski, qui intervint rapidement en préparant une ambulance par précaution. Cependant, Natasha rassura tout le monde en affirmant qu'elle n'avait rien et refusa toute aide médicale. Elle signa une décharge de responsabilité et retourna à pied à son hôtel, situé à seulement 300 mètres. Une ambulance arriva mais fut renvoyée, Natasha insistant sur le fait qu'elle se sentait parfaitement bien.
Elle appela même son mari, l'acteur Liam Neeson, qui se trouvait à Toronto pour un tournage, pour lui raconter la chute et le rassurer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Environ 1 heure après être rentrée à l'hôtel, Natasha commença à ressentir un mal de tête et montra des signes de confusion. Alarmée, sa famille appela de nouveau une ambulance vers 15 heures. À son arrivée à l'hôpital, ses signes vitaux semblaient stables et elle pouvait respirer avec assistance. Cependant, son état se détériora rapidement. L'hôpital local n'ayant pas les ressources nécessaires pour traiter ses symptômes graves, Natasha fut transférée vers un centre de traumatologie plus grand à Montréal, situé à 90 km. Liam se précipita à Montréal dès qu'il apprit la nouvelle. À son arrivée, la situation était critique. Les médecins lui annoncèrent que Natasha avait subi une blessure cérébrale causée par une hémorragie interne. La pression sur son cerveau était devenue insoutenable, la rendant non réactive. Cette condition, appelée hématome épidural, résultait de sa chute sur la piste. Le cœur brisé, Liam partagea un dernier moment avec sa femme. Il se souvient lui avoir dit qu'elle ne reviendrait pas de cela, lui expliquant qu'elle s'était cogné la tête. Il n'était pas sûr qu'elle puisse l'entendre, mais il savait que c'était la réalité. La famille décida de la ramener à New York. Le 18 mars 2009, Natasha fut transportée à New York, où ses proches se rassemblèrent pour lui faire leurs adieux. À l'hôpital Lenox Hill, le soutien vital fut débranché, et Natasha s'éteignit. La disparition soudaine de Natasha bouleversa sa famille, ses amis et ses fans à travers le monde. Sa mort sensibilisa à la question des risques liés au ski, même sur des pistes pour débutants. Natasha ne portait pas de casque, ce qui déclencha un débat sur les mesures de sécurité. Bien que le port du casque ne soit pas obligatoire, cet incident mit en lumière son importance. Les experts soulignèrent que, même avec une prise en charge médicale immédiate, sa blessure aurait pu être difficile à détecter rapidement et le retard dans l'accès aux soins spécialisés aggrava probablement son état. Dans les mois qui suivirent, Liam parla de son deuil, le décrivant comme des vagues d'instabilité. Il trouva de la force auprès de ses 2 fils, Michéal et Daniel. Michéal, alors âgé de seulement 14 ans, changea plus tard son nom de famille pour Richardson afin d'honorer sa mère. Il suivit les traces de ses parents dans le métier d'acteur, jouant aux côtés de Liam dans le film Made in Italy. Une expérience qui, selon lui, l'a aidé à se sentir connecté à Natasha. Daniel, de son côté, prit une autre direction, entrant dans le monde des affaires et cofondant une marque de tequila, Donada. Les 2 fils ont préservé la mémoire de leur mère à leur manière. L'héritage de Natasha perdura également à travers sa générosité. Après sa mort, ses organes furent donnés, sauvant plusieurs vies. Liam déclara qu'elle aurait été fière de ce geste, qualifiant cet acte de magnifique prolongement de son esprit altruiste. La famille de Natasha, y compris sa mère, Vanessa Redgrave, et sa sœur, Joely Richardson, soutint Liam et les garçons durant cette période douloureuse. Ensemble, ils trouvèrent du réconfort dans son souvenir, célébrant sa vie et ses contributions à l'art ainsi qu'à ses proches. Malgré les années écoulées, des questions subsistent sur la possibilité de prévenir cette tragédie. Le port d'un casque aurait-il changé les choses ? Une intervention médicale plus rapide aurait-elle pu sauver Natasha ? Malheureusement, ces réponses restent incertaines. Ce qui est certain, c'est que la disparition de Natasha illustre une fois de plus la fragilité de la vie. Sa famille continue de l'honorer, perpétuant son amour et son héritage. Avant de devenir la princesse Grace de Monaco, elle était Grace Kelly, une actrice hollywoodienne extrêmement célèbre, vénérée pour sa beauté et son élégance. L'ascension de Grace, passant de star de Hollywood à royauté, fascinait le monde entier. Lorsque sa vie s'est tragiquement achevée le 14 septembre 1982, la planète entière a pleuré et attendu que les véritables détails de sa mort soient révélés. Grace Patricia Kelly est née le 12 novembre 1929. Elle a toujours été attirée par les arts et aspirait à devenir actrice. Après le lycée, elle a déménagé à New York pour poursuivre son rêve. 2 ans plus tard, elle obtint un rôle aux côtés des légendes hollywoodiennes Clark Gable et Ava Gardner dans un film. Peu après, elle attira l'attention d'Alfred Hitchcock, qui la fit jouer dans 3 de ses films les plus célèbres, consolidant ainsi sa réputation comme l'une des plus grandes étoiles de Hollywood. Kelly rencontra le prince Régnier III de Monaco lors du tournage de Le Cygne en 1955. À 25 ans, elle jouait le rôle d'une princesse à l'écran et devint bientôt une véritable princesse dans la vie. Leur union était digne d'un conte de fées, captivant l'imagination des admirateurs du monde entier.
Kelly quitta Hollywood en avril 1956 pour épouser le prince régnier et devenir la princesse Grace de Monaco. À partir de ce moment, elle se consacra à ses devoirs royaux et à l'éducation de leurs 3 enfants. Le 13 septembre 1982, la princesse Grace et sa fille de 17 ans, la princesse Stéphanie, revenaient à Monaco depuis leur maison de campagne à Roccagel en France. Ce matin-là, Grace congédia son chauffeur et décida de conduire elle-même car la voiture était remplie de robes et de boîtes. Cependant, alors qu'elle parcourait les routes sinueuses de la Côte d'Azur à bord de leur Rover 3500, Grace perdit brièvement connaissance. En réalité, elle venait de subir ce que les médecins appelleraient plus tard un léger accident vasculaire cérébral, une attaque semblable à un AVC. Par conséquent, Grace perdit le contrôle du véhicule. Elle manqua un virage et quitta la route, plongeant d'environ 30 mètres en contrebas sur un flanc de montagne. La voiture fit plusieurs tonneaux dans les airs, percutant des branches de pin et des rochers avant d'atterrir dans le jardin d'une maison en contrebas. Stéphanie s'en sortit avec une légère fracture des vertèbres, mais les blessures de Grace étaient bien plus graves. Elle fut immédiatement transportée à l'hôpital et resta dans le coma pendant 24 heures avant d'être déclarée en état de mort cérébrale. Le 14 septembre, son époux, le prince régnier III, prit la décision déchirante de la débrancher de l'assistance respiratoire. Après sa mort, certains ont affirmé que Stéphanie, qui était mineure et n'avait pas de permis, conduisait ce jour-là, ou que la mère et la fille se disputaient avant l'accident. Stéphanie a nié ces allégations, affirmant qu'elle ne bougeait pas et qu'elle avait simplement fui le véhicule par le côté du conducteur car la porte passager était complètement écrasée. Le 18 septembre 1982, près de 100 millions de personnes ont suivi les funérailles de Grace Kelly. Des chefs d'État, des célébrités et des membres de la royauté ont assisté à la cérémonie qui s'est tenue dans la même église où elle avait célébré son mariage féerique en 1956. C'était le 28 mai 1971 et Audie Murphy, un héros de guerre célébré et un acteur hollywoodien célèbre, était à bord d'un avion affrété en direction de Martinsville en Virginie. À presque 46 ans, Murphy avait vécu une vie pleine d'aventures et de malheurs. Mais rien ne pourrait rivaliser avec le destin tragique qui l'attendait. Audie Leon Murphy naquit le 20 juin 1925 dans une famille de métayers du comté de Hunt, au Texas. La vie était difficile, surtout après que son père abandonna la famille et que sa mère mourut lorsqu'il était adolescent. À l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, Murphy était déterminé à servir son pays bien qu'il soit mineur. Avec l'aide de sa sœur, il falsifia son âge pour s'enrôler. À partir de ce moment-là, sa légende commença. Le service militaire de Murphy fut tout simplement extraordinaire. Il gravit rapidement les échelons, faisant preuve d'un courage et d'un leadership sans pareil sur le champ de bataille. À l'âge de 19 ans, il était devenu l'un des soldats les plus décorés de l'histoire des États-Unis, recevant toutes les distinctions militaires pour sa bravoure de l'armée américaine. Ses actions pendant la bataille du Colmar en France, où il repoussa à lui seul une compagnie de soldats allemands et mena une contre-attaque tout en étant blessé, lui valurent la médaille d'honneur. Après la guerre, Murphy se tourna vers Hollywood, où il entama une carrière d'acteur de 21 ans. Il joua dans de nombreux films, dont To Hell and Back, un film biographique basé sur ses mémoires. Bien qu'il connût le succès dans l'industrie cinématographique, Murphy souffrait de ce qui serait aujourd'hui reconnu comme un trouble de stress post-traumatique. Il dépendait des somnifères pour combattre son traumatisme lié à la guerre et dormait avec un pistolet chargé sous son oreiller. Mais malgré sa célébrité et ses réussites, la vie personnelle de Murphy était loin d'être glamour, marquée par des difficultés financières et les effets persistants de la guerre. Le 28 mai 1971, Murphy voyageait lors d'un voyage d'affaires à bord d'un Aero Commander 680 Super, un avion bimoteur appartenant à la Colorado Aviation Company. Le vol, qui partait d'Atlanta, en Géorgie, était à destination de Martinsville, en Virginie. Murphy et les autres passagers se rendaient sur place pour inspecter une usine dans l'espoir d'investir dans Modular Properties, une société spécialisée dans les structures préfabriquées. Cela pourrait potentiellement aider Murphy à surmonter ses difficultés financières. Le pilote, Herman Butler, comptait plus de 8000 heures de vol mais n'avait pas de licence d'instrumentation, une qualification essentielle pour naviguer en toute sécurité dans des conditions météorologiques défavorables. Alors que l'avion approchait des montagnes Blue Ridge, les conditions météorologiques se détériorèrent rapidement. Des nuages, de la pluie et du brouillard réduisirent la visibilité à presque zéro.
Bien que Butler ait initialement volé sous les règles de vol à vue, qui reposent sur la capacité du pilote à voir le terrain et à éviter les obstacles, il se retrouva rapidement dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, signifiant qu'il volait à l'aveugle dans des conditions nécessitant une navigation par instrument. Malheureusement, sans la certification appropriée, Butler était mal préparé pour gérer ces conditions. Des témoins rapportèrent avoir vu l'avion voler de manière erratique, entrant et sortant des nuages et se rapprochant dangereusement du sol près de Galax, en Virginie. À un moment donné, l'avion tenta d'atterrir sur une autoroute, mais échoua. Quelques instants plus tard, il disparut dans le ciel brumeux, se dirigeant vers l'ouest, en direction des montagnes Blue Ridge. La dernière communication du pilote eut lieu à 11h49, lorsqu'il demanda un rapport météorologique à la station de service aérien de Roanoke. Malgré les conditions de plus en plus mauvaises, le pilote n'indiqua aucune détresse. À 12h08, la tragédie frappa. L'aérocommandeur s'écrasa contre le flanc de Brush Mountain à une altitude de 2700 pieds à 22 km au nord-ouest de Roanoke, en Virginie. L'avion, se déplaçant à grande vitesse, heurta la pente boisée, tuant instantanément les 6 personnes à bord. En raison du mauvais temps et de l'emplacement reculé du site du crash, ce n'est que le 31 mai que les débris furent retrouvés par des membres de la Civil Air Patrol. Le Conseil national de la sécurité des transports conclut plus tard que l'accident était le résultat de la décision du pilote de poursuivre un vol visuel dans des conditions météorologiques défavorables. Ne possédant pas les qualifications nécessaires pour voler uniquement avec des instruments, Herman Butler ne réussit pas à naviguer en toute sécurité à travers les montagnes, ce qui mena à l'accident fatal. La mort de Murphy fut une perte dévastatrice non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui admiraient son service et ses accomplissements. Sa tombe au cimetière national d'Arlington reste un témoignage de son héritage. C'est l'une des plus visitées à Arlington après celle du président John F. Kennedy. Le 31 mars 1995, à Corpus Christi, au Texas, Selena Quintanilla Pérez, une star de la musique tejano, âgée de 23 ans, se prépare pour un rendez-vous important. Elle est largement admirée pour son énergie débordante et son incroyable talent, ce qui en fait une figure adorée au sein de la communauté latine. Elle a récemment donné un concert devant une foule record au Houston Astrodome. Pourtant, ce qui aurait dû être un jour comme les autres se transforme en une tragédie qui choque le monde entier. Selena est née à Lake Jackson, au Texas, le 16 avril 1971. Son père, Abraham Quintanilla Jr., un ancien musicien, l'a encouragée à chanter très jeune dans leur groupe familial, Selena y Los Dinos. Bien qu'elle ait initialement appris à chanter en espagnol de manière phonétique, elle est finalement devenue bilingue, tissant un lien profond avec la communauté latino. Au fil du temps, sa voix puissante et sa présence scénique lui ont valu de nombreux fans. Le groupe familial Quintanilla a commencé à se produire lors de mariages et dans des clubs à travers le Texas, avec Selena comme chanteuse principale, son frère Abbé à la basse et sa sœur Suzette à la batterie. Abraham a géré le groupe et ils ont enregistré plusieurs albums sous des labels indépendants. En 1989, Selena a signé un contrat en tant qu'artiste solo avec EMI Records, marquant le début de sa carrière florissante. Entre 1989 et 1995, Selena a sorti 5 albums studio et un album live. Son album live, sorti en 1993, lui a valu un Grammy Award du meilleur album mexicano-américain, faisant d'elle la première artiste féminine de musique tejano à remporter ce prix. Elle a été rapidement couronnée reine de la musique tejano, combinant les styles mexicains traditionnels avec des influences pop moderne. Le 31 mars, Selena rencontre Yolanda Saldivar, la présidente de son fan club et la gérante de ses boutiques. Bien que digne de confiance pendant des années, Saldivar a été surprise en train de détourner de l'argent des entreprises de Selena. Malgré cette trahison, Selena accepte de la retrouver dans un motel Days Inn à Corpus Christi pour récupérer certains documents financiers. Une tension palpable règne dans la chambre du motel alors que Selena confronte Saldivar au sujet des dossiers manquants. Soudain, Saldivar sort une arme et tire sur Selena à l'épaule. Grièvement blessée, Selena court vers le hall du motel, laissant derrière elle une traînée de sang. Elle s'effondre à la réception, demandant de l'aide. Saldivar la suit, mais est rapidement arrêtée par le personnel du motel qui appelle une ambulance. Selena est transportée d'urgence à l'hôpital Corpus Christi Memorial. La balle a causé une hémorragie interne massive, et malgré tous leurs efforts, Selena est déclarée morte à 13h05. Elle n'avait que 23 ans. La nouvelle de sa mort dévaste ses fans à travers le monde. Les funérailles de Selena attirent
plus de 60 000 personnes, témoignant de l'ampleur de son impact. Sa famille, en particulier son père Abraham, a tout fait pour maintenir sa mémoire vivante. En 1998, le musée Selena a ouvert ses portes à Corpus Christi, exposant ses récompenses, ses tenues de scène et ses effets personnels. Son mari, Chris Perez, a également honoré sa mémoire en écrivant un livre en 2012 intitulé To Selena, with Love, à Selena, avec amour. La vie et la carrière de Selena ont été commémorées de nombreuses manières. En 1997, Jennifer Lopez l'a incarnée dans le biopic Selena, qui a fait connaître son histoire à un public plus large. En 2020, Netflix a diffusé Selena, la série qui a continué de faire vivre son héritage. Son album posthume, Dreaming of You, a atteint la première place du classement Billboard 200, devenant le premier album principalement en espagnol à accomplir cet exploit. Les chansons à succès de Selena, telles que Como la Flor et Bidi Bidi Bom Bom, restent des classiques adorés. Selena a reçu de nombreuses distinctions à titre posthume, dont une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2017. Son anniversaire, le 16 avril, est célébré comme le Selena Day au Texas, le Smithsonian ayant ajouté des tenues emblématiques à sa collection en 2022. De plus, MAC Cosmetics a lancé des collections inspirées de son style, qui se sont vendues presque instantanément. Selena Quintanilla Perez a connu un succès remarquable au cours de sa courte vie, et son héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Sa musique, son esprit restent vibrants, poussant beaucoup à se demander ce qu'elle aurait pu accomplir si elle avait vécu plus longtemps. Son héritage perdure et elle restera à jamais dans les mémoires comme la reine de la musique Tejano. Le 19 février 2025, à Bridgewater, dans le New Jersey, Carl Cochran, guitariste de 61 ans connu pour avoir collaboré avec des légendes comme Kiss et Joe Turner, se trouvait sur le siège passager d'une Subaru Legacy de 2015. C'est sa mère, Arna Cochran, âgée de 90 ans, qui conduisait. Il se trouvait sur une propriété privée lorsque tout a basculé. Alors qu'elle faisait marche arrière à travers la pelouse, la voiture a échappé à son contrôle et a percuté un arbre. Le choc a été si violent que Carl l'a été éjecté du véhicule. Les secours sont arrivés sur place vers 7h20 du matin. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital universitaire Robert Wood Johnson mais n'a pas survécu. Sa disparition a bouleversé la communauté musicale. Carl était bien plus qu'un musicien. Enseignant, producteur et mentor, il a profondément marqué ceux qui l'ont connu. En 2014, il avait subi un grave accident vasculaire cérébral qui l'avait plongé dans le coma et laissé avec des troubles moteurs et de la parole. Pourtant, il n'a jamais renoncé à la musique. Il a continué à jouer, enseigner et produire depuis son studio à domicile. Il restait également un invité régulier de la Kiss Cruise où les fans le décrivaient comme un homme chaleureux, fort et rempli d'énergie. Malgré ses problèmes de santé, Carl n'a jamais abandonné. Sa carrière dans le rock avait décollé au début des années 1990, après son déménagement à Los Angeles. Il avait commencé à collaborer avec Joe Turner, ancien chanteur de Rainbow et Deep Purple. Carl avait rejoint son groupe et coécrit plusieurs de ses morceaux solos. Puis, en 1994, il intègre le groupe solo d'Ace Frehley, le guitariste original de Kiss. Il tourne avec lui entre 1994 et 1996 et coécrit ensuite le titre Into the Void pour l'album de réunion de Kiss, Psycho Circus, 1998. Ce morceau marque un tournant majeur dans sa carrière et lui vaut une reconnaissance dans le monde du rock. Carl continue de bâtir sa réputation, il rejoint le Eric Singer Project aux côtés du batteur de Kiss Eric Singer, de Bruce Kulick et de John Corabi. Ensemble, ils enregistrent Lost and Spaced, un album de reprise rock classique. En 2000, Carl relance son propre groupe, Voodoo Land, et sort un EP éponyme, suivi d'un album complet intitulé Give Me Air en 2004. Il joue aussi dans un groupe hommage à Led Zeppelin nommé Hindenburg, qui se produit dans des bars et clubs de New York et du New Jersey, mais tout change en 2014. À seulement 50 ans, Carl était victime d'un accident vasculaire cérébral qui manque de lui coûter la vie. À son réveil, il a perdu une partie de ses capacités motrices et de son élocution. Malgré tout, il s'accroche, il se tourne vers la production musicale et l'enseignement, transmettant son savoir à la jeune génération. L'un de ses élèves, Billy Wilkins, a témoigné de l'impact que Carl a eu sur lui. Il avait commencé les cours de guitare avec lui à l'âge de 11 ans. Carl l'encourageait, l'emmenait à des concerts et l'aidait à prendre confiance en lui. Billy se souvenait surtout qu'avec une seule main fonctionnelle, Carl arrivait encore à jouer de la guitare d'une manière qui impressionnait tout le monde. Les hommages ont afflué après l'annonce de son décès. Le groupe Kiss a salué sa force et son talent, le qualifiant de guitariste et chanteur exceptionnel.
Paul Stanley a partagé une photo de lui avec Carl. Bruce Kulick a qualifié la nouvelle de déchirante, de décrivant Carl comme un géant doux, rempli d'amour et de force, même après son AVC. Jolene Turner, avec qui Carl avait travaillé pendant des années, a partagé des photos personnelles et l'a appelé frère, ami et partenaire. Il a déclaré que l'absence de Carl laisserait un vide immense dans son cœur. La fiancée de Carl, Jer Fasano, lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux, le qualifiant de « mon pour toujours ». La vie de Carl Cochran fut marquée par les épreuves, mais il n'a jamais cessé de faire ce qu'il aimait. L'accident qui l'a emporté a été brutal et tragique. Il avait déjà surmonté tant de choses, mais cette fois, le combat s'est arrêté là. Il laisse derrière lui sa mère et sa fiancée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La disparition de Carl Cochran a laissé une trace profonde dans le monde de la musique et dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Le 12 novembre 1981, à Santa Monica, en Californie, William Holden, acteur de 63 ans et figure emblématique d'Hollywood, vivait dans un appartement en bord de mer. Connu pour son charme viril et ses rôles mémorables, Holden trouva une fin discrète et tragique, passée inaperçue pendant plusieurs jours. Sa mort ne fut pas spectaculaire, mais le résultat d'une série d'événements malheureux reflétant ses luttes personnelles. Né le 17 avril 1918 à O'Fallon, dans l'Illinois, William Franklin Biddle Jr., plus tard connu sous le nom de William Holden, devint l'une des étoiles les plus brillantes d'Hollywood. Sa carrière débuta en 1939 avec le film Golden Boy, où son allure athlétique et son charisme attirèrent l'attention. Cependant, il peinait à se démarquer dans des rôles souvent centrés sur son physique plutôt que sur son talent. Ce n'est qu'avec Sunset Boulevard, en 1950, que Holden assura sa place dans l'histoire du cinéma. Son interprétation de Joe Gillis, un scénariste mêlé à une star déchue, lui valut une reconnaissance critique et une nomination aux Oscars. Sa carrière atteignit des sommets avec Stalag 17 en 1953, qui lui rapporta un Oscar, ainsi que d'autres classiques comme Le pont de la rivière Kwai en 1957 et l'Aillant 1958 Horde sauvage en 1969. Pourtant, les personnages qu'il incarnait à l'écran, souvent désabusés et fatigués, reflétaient étrangement ses propres tourments. Dans sa vie privée, Holden faisait face à de nombreux défis. En coulisses, il luttait contre une dépendance à l'alcool, une bataille qui l'accompagna toute sa vie. Sa relation avec l'actrice Stephanie Powers témoignait de ses efforts pour trouver une certaine stabilité. Mais il retombait fréquemment dans ses vieilles habitudes. Avec le temps, Holden devint de plus en plus reclus, s'éloignant des projecteurs et des personnes qui lui étaient de proches. À l'automne 1981, la vie de Holden était marquée par une grande solitude. Bien qu'il fût toujours respecté pour son travail, il apparaissait rarement en public. Ses amis et collègues connaissaient ses difficultés, mais Holden préférait les affronter seul. Une tendance qui allait avoir des conséquences fatales. Dans les jours précédant sa mort, Holden avait beaucoup bu. Le 12 novembre, après avoir consommé plusieurs verres d'alcool, il était dans son appartement lorsqu'il trébucha sur un tapis et tomba. Sa chute lui fit heurter violemment la tête contre le bord tranchant d'une table de chevet, provoquant une profonde blessure. Malgré la gravité de l'incident, Holden ne chercha pas d'aide médicale. Il tenta d'arrêter l'hémorragie avec des mouchoirs, mais ses efforts furent vains. Probablement en raison de son jugement altéré par l'alcool, il sous-estima la gravité de sa blessure. Holden perdit finalement connaissance à cause de la perte de sang. Seul dans son appartement, il succomba à ses blessures. Son corps ne fut découvert que près d'une semaine plus tard, lorsque le gestionnaire de l'immeuble vint s'inquiéter et le trouva sans vie. La scène ne montrait aucun signe de violence. Une autopsie confirma que sa mort résultait d'une blessure mortelle aggravée par la consommation d'alcool. L'annonce de sa disparition choqua Hollywood. Si sa mort était inattendue, elle ne surprit pas totalement ceux qui le connaissaient. Holden avait passé des années à lutter contre ses démons et son isolement l'avait éloigné de ceux qui auraient pu l'aider. Au moment de sa mort, son taux d'alcoolémie était de 0,22, bien au-dessus de la limite légale, ce qui avait affecté sa capacité à réagir rapidement ou à demander de l'aide. Malgré ces circonstances tragiques, les contributions de Holden au cinéma restent célébrées. Avec plus de 70 films à son actif, il laissa derrière lui un héritage d'interprétations emblématiques. Ses derniers instants, cependant, étaient en contraste frappant avec la gloire et l'admiration qu'il avait connue au cours de sa carrière. Conformément à ses souhaits, les cendres de Holden furent dispersées dans l'océan Pacifique. Il n'y eut pas de funérailles officielles reflétant sa nature discrète. Bien que sa vie se soit terminée dans le silence, son travail continue d'être salué, assurant sa place parmi les acteurs les plus polyvalents et accomplis d'Hollywood.
Bessie Smith, l'une des figures les plus influentes de l'ère du jazz, était une force redoutable. Surnommée l'impératrice du blues, elle était vénérée pour sa voix puissante et sa profondeur émotionnelle. Mais lorsque sa vie fut tragiquement écourtée dans un terrible accident de voiture, des rumeurs et des controverses autour de sa mort commencèrent à se répandre. Bessie Smith est née à Chattanooga, dans le Tennessee, le 15 avril 1894. Elle venait d'une famille très pauvre, orpheline dès son plus jeune âge avec ses 6 frères et sœurs. Ils durent se débrouiller seuls. C'est ainsi que Bessie commença à chanter et à danser dans les rues pour quelques sous. Elle était une chanteuse et danseuse talentueuse. Plus tard, elle rejoignit une troupe itinérante qui comptait parmi ses membres une autre légende du blues, Ma Rainey, qui aida Bessie à développer une personnalité scénique. Dans les années 1920, la carrière de Bessie prit son envol. Sa voix émotive captivait les foules. Elle signa un contrat avec Columbia Records en 1923 et devint la chanteuse de blues la plus populaire de son époque. Mais lorsque la Grande Dépression frappa les États-Unis, la popularité de Bessie commença à décliner. Elle se produisit alors dans des clubs et théâtres plus modestes à travers tout le pays, ce qui la poussa à voyager fréquemment. C'est au cours de l'un de ces voyages que la vie de Bessie Smith s'acheva brutalement. Le 26 septembre 1937, Bessie et son compagnon Richard Morgan roulaient sur la route 61 entre Memphis, Tennessee et Clarksdale, Mississippi. Il était presque 2 heures du matin. Richard était au volant. Devant eux se trouvait un camion qui avançait lentement. Richard tenta de le dépasser, mais il mal évalua la vitesse du camion. Cette erreur provoqua une collision latérale à grande vitesse. Le toit de leur véhicule fut arraché et Bessie, qui se trouvait sur le siège passager, subit des blessures terribles. Son bras droit fut presque sectionné au niveau du coude et elle souffrit de graves écrasements sur le côté droit de son corps. Richard Morgan en sortit indemne, mais Bessie gisait grièvement blessée au milieu de la route. C'est ainsi qu'un premier témoin, un chirurgien nommé Hugh Smith, la trouva. Il comprit immédiatement que Bessie avait besoin de soins médicaux d'urgence. Il la stabilisa du mieux qu'il put, enveloppant son bras blessé avec un mouchoir propre, pendant que son collègue appelait une ambulance. La tragédie faillit frapper à nouveau lorsqu'une autre voiture, se précipitant vers la scène de l'accident, entra en collision avec le véhicule du Dr Smith, manquant de peu Bessie Smith. Finalement, alors que l'état de Bessie se dégradait, 2 ambulances arrivèrent, l'une d'un hôpital noir et l'autre d'un hôpital blanc. En raison des lois de ségrégation dans le sud profond, Bessie fut transportée à l'hôpital afro-américain G.T. Thomas de Clarksdale. Son bras dut être amputé, mais Bessie Smith ne retrouva jamais conscience. Elle succomba à ses blessures ce matin-là. C'est alors que les rumeurs commencèrent à circuler. Certaines personnes affirmèrent que Bessie était morte après s'être vue refuser l'admission dans un hôpital réservé aux Blancs. L'écrivain de jazz John Hammond perpétua ce mythe dans un article du magazine Downbeat en 1937, posant ainsi les bases de la pièce d'Edward Albee en 1959, La mort de Bessie Smith. Le docteur Hugh Smith, qui l'avait soigné sur place, rejeta cette affirmation, précisant qu'aucune ambulance dans cette région n'aurait envisagé de transporter un patient afro-américain vers un hôpital réservé aux Blancs à cette époque. Bessie Smith fut enterrée à Philadelphie le 4 octobre 1937. Des milliers de personnes vinrent rendre hommage à l'impératrice du blues. Malheureusement, sa tombe resta sans marqueur pendant des décennies. Pendant ces années, son mari séparé, Jack Gee, empêcha toute tentative d'ériger une pierre tombale. Ce n'est qu'en 1970 qu'une pierre fut enfin placée sur la tombe de Bessie, financée par la chanteuse Janis Joplin et Juanita Green, une amie de Bessie. En 2001, la chanteuse Aaliyah était une figure révolutionnaire dans le monde de la musique, de la danse et du cinéma. À seulement 22 ans, elle avait déjà consolidé sa position en tant que l'une des voix les plus influentes de la musique contemporaine. Elle était la princesse du R&B, ou mieux encore, la reine du pop urbain. Mais même sa puissance de star et l'adoration de millions de fans à travers le monde n'ont pas pu empêcher la main implacable du destin qui a pris sa vie. Née à Brooklyn, New York, le talent d'Aaliyah a été reconnu dès son jeune âge. Elle a signé son premier contrat d'enregistrement à 12 ans et à 14 ans, son premier album, Age Ain't Nothing But a Number, l'a propulsé sous les projecteurs. Sa musique mélangeait des mélodies R&B douces avec des beats hip-hop percutants et elle est rapidement devenue une icône culturelle et de style. Au-delà de la musique, Aaliyah a élargi son horizon vers le cinéma, apparaissant dans des films tels que Romeo Must Die et se préparant pour son rôle principal dans Queen of the Damned. Alors qu'elle tournait le clip de son tube Rock the Boat aux Bahamas, la carrière d'Aaliyah semblait être à son apogée.
Mais son histoire de succès a pris un tournant tragique le jour où le tournage s'est terminé. Le 25 août 2001, c'est ce jour-là que cela s'est produit. Après la fin du tournage du clip, Aaliyah et son entourage se sont rendus à l'aéroport de Marsh Harbor, aux Bahamas. Ils avaient initialement prévu de partir le lendemain, mais ils étaient impatients de rentrer à Miami et ont donc décidé de partir immédiatement. L'avion prévu pour leur retour était plus petit que celui qu'ils avaient utilisé pour arriver. Un Cessna 402B à 2 moteurs, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa capacité à transporter en toute sécurité les passagers et leur équipement. Le pilote de l'avion, Luis Morales, aurait averti les passagers que l'avion était en surcharge et n'était pas sûr pour le vol. Aaliyah aurait été anxieuse à l'idée de retourner aux États-Unis. Elle avait exprimé son malaise concernant le vol, allant même jusqu'à manifester des hésitations auprès de son équipe. Alors que son entourage tentait de convaincre le pilote de les emmener à Miami, la chanteuse est allée faire une sieste à l'arrière d'une fourgonnette de taxi. Son inquiétude n'était pas seulement psychologique, Aaliyah ne se sentait pas bien. Se plaignant de maux de tête et montrant des signes d'épuisement, on lui a donné un somnifère pour soulager sa détresse. Malgré les insistances de l'équipe d'Aaliyah et la pression pour retourner à Miami, le vol a eu lieu. Quant à Aaliyah, la chanteuse aurait été conduite à l'avion encore endormie, inconsciente de son environnement et de la situation précaire qui l'attendait. L'avion a décollé de l'aéroport de Marsh Harbor vers 18h45, mais il n'a jamais eu la chance d'atteindre une altitude suffisante. Les témoins ont rapporté que l'avion semblait instable dès le moment où il a quitté la piste. Il a eu du mal à monter et a ensuite brusquement viré à gauche, chutant au sol avant de s'écraser dans un marais. L'impact a été dévastateur. Les ailes du Cessna se sont brisées lors de la collision et le fuselage a pris feu. Aaliyah et 5 autres passagers sont morts instantanément, tandis que les 3 autres ont succombé à leurs blessures peu après. Les suites de l'accident ont dressé un tableau sombre de négligence et de mauvaises décisions. Le rapport du médecin légiste a révélé qu'Aaliyah avait subi de graves brûlures, un traumatisme crânien et un choc. Même si elle avait survécu à l'accident initial, ses blessures étaient trop graves pour qu'elle puisse s'en remettre. Des investigations supplémentaires ont révélé des détails plus inquiétants sur les conditions du vol. L'avion avait été surchargé de 700 livres, bien au-delà de sa capacité de sécurité. De plus, il a été révélé que le pilote, Morales, n'était pas autorisé à piloter le Cessna 402B et avait falsifié ses dossiers de vol pour obtenir son poste chez Black Hawk International Airways. Les rapports toxicologiques ont trouvé des traces d'un stimulant illicite et d'alcool dans son système, jetant encore plus de doutes sur les circonstances ayant conduit à la catastrophe. Abattue et révoltée, la famille d'Aaliyah a intenté des poursuites contre les sociétés de production impliquées dans la coordination du vol, ainsi que contre Black Hawk et le courtier de vol Atlantic Flight Group. Ils ont finalement conclu des accords à l'amiable en dehors des tribunaux. Aaliyah est rappelée comme une artiste transformative qui a défini un genre et touché la vie de millions de personnes. Le 8 décembre 1980, à New York, John Lennon, membre mondialement célèbre des Beatles, vient de terminer une session d'enregistrement avec sa femme Yoko Ono. Ils rentrent à leur appartement au Dakota, un bâtiment emblématique de l'Upper West Side. Lennon est de bonne humeur, il vient de sortir son nouvel album Double Fantasy. Tout semble aller pour le mieux ce jour-là, mais un événement tragique est sur le point de se produire. Plus tôt dans la journée, Lennon a eu une brève interaction avec un fan du nom de Mark David Chapman, un homme de 25 ans, originaire d'Hawaï. Chapman, un ancien agent de sécurité, a passé des heures devant le Dakota, attendant de rencontrer Lennon. Lorsque ce dernier est sorti, Chapman lui a demandé de signer sa copie de Double Fantasy, ce que Lennon a fait avant de partir. Cela semblait être une rencontre typique entre un fan et son idole à l'époque, mais Chapman avait des intentions bien plus sombres. Chapman prévoyait de tuer Lennon depuis des mois. Il s'est rendu à New York à 2 reprises pour préparer son acte et se familiariser avec le bâtiment du Dakota. Il est arrivé en ville le 6 décembre et s'est installé au YMCA du West Side, à quelques pas seulement du Dakota. Au cours des jours suivants, il a rôdé autour, attendant le bon moment. Chapman avait été un grand fan des Beatles, mais son admiration s'est transformée en ressentiment avec le temps. Il voyait Lennon comme un hypocrite, vivant dans le luxe tout en prêchant des messages de paix et d'amour. Ce sentiment, combiné au désir de Chapman d'obtenir une certaine reconnaissance, l'a conduit à la décision horrible de mettre fin
fin à la vie de Lennon. Le matin du 8 décembre, Chapman est arrivé au Dakota, déterminé à ce que ce soit le jour fatidique. Il a soigneusement organisé ses affaires dans sa chambre d'hôtel, comme s'il se préparait pour un point de non-retour. Tout au long de la journée, Chapman a traîné près du bâtiment, portant sur lui un exemplaire de l'attrape-cœur The Catcher in the Rye, un livre auquel il se sentait profondément lié. Comme le personnage principal du roman, il se considérait comme un protecteur des valeurs morales. Ce jour-là, Chapman a même déjeuné dans un restaurant voisin et a passé du temps avec un autre fan des Beatles. Il a brièvement rencontré le fils de John et Yoko, Sean, et sa nounou. Malgré ces moments apparemment normaux, son plan dérangeant est resté en place. Alors que la nuit tombait, Lennon et Ono sont rentrés du studio vers 23h. Alors qu'ils sortaient de leur limousine et se dirigeaient vers le bâtiment, Chapman a dit « Monsieur Lennon ». Lorsque Lennon s'est retourné, Chapman a sorti un revolver de calibre .38 et a tiré 5 coups de feu. 4 balles ont atteint Lennon dans le dos et l'épaule. Lennon a réussi à trébucher jusqu'à l'entrée de l'immeuble, implorant de l'aide. Le portier du Dakota, José Perdomo, s'est précipité pour aider Lennon. Chapman, quant à lui, est resté sur les lieux, lisant tranquillement son exemplaire de l'attrape-cœur. Lorsque Perdomo lui a demandé s'il savait ce qu'il avait fait, Chapman a simplement répondu « Je viens de tirer sur John Lennon ». Lennon a été rapidement transporté à l'hôpital Roosevelt, mais les dégâts étaient catastrophiques. Les balles ont causé de graves blessures internes et Lennon a été déclaré mort peu de temps après son arrivée. Le monde avait perdu l'une de ses plus grandes icônes musicales. La nouvelle de la mort de Lennon s'est propagée rapidement, choquant des millions de fans à travers le monde. Des foules se sont rassemblées devant le Dakota et à Central Park pour faire leur deuil. Les gens ont chanté les chansons de Lennon, organisant des veillées à la chandelle en sa mémoire. Sa mort a laissé une cicatrice émotionnelle profonde sur les mélomanes et sa famille, y compris Yoko Ono et ses fils, Julian et Sean. Chapman a été arrêté sans résistance. Il a avoué le crime plus tard, expliquant qu'il avait tué Lennon pour se faire un nom. Au fil des ans, Chapman a exprimé des regrets pour ses actes, mais il reste en prison, s'étant vu refuser la libération conditionnelle à plusieurs reprises en raison de l'impact durable de son crime. John Lennon n'avait que 40 ans à sa mort. Son meurtre reste un exemple tragique des dangers auxquels les célébrités sont confrontées et de la nature imprévisible, parfois violente, de la célébrité. En décembre 1986, un décès atroce survenu dans un quartier huppé de Los Angeles a secoué Hollywood. Les détails étaient troublants, presque surréalistes. Une actrice vieillissante, un fils atteint d'un trouble rare et une histoire qui oscille entre chagrin et horreur. Au cœur de ce drame, une actrice autrefois star de films de série B et amante d'un roi, devenue le sujet d'une fin des plus inquiétantes. Née Harriet Pearl Shapiro en 1927, Suzanne Cabot n'a jamais eu la vie facile. Après l'abandon de son père et l'internement de sa mère, Suzanne s'est retrouvée orpheline. Elle a passé sa jeunesse ballottée de foyers en foyers dans le Bronx. Mais de cette obscurité était née une véritable artiste. Après avoir travaillé comme illustratrice de livres pour enfants et chanteuse, elle fut repérée par des recruteurs d'Hollywood. Elle signa un contrat avec Universal Pictures et se fit rapidement connaître pour ses rôles dans des westerns comme Tomahawk et Gunsmoke, avant de se tourner vers des films d'horreur cultes réalisés par Roger Corman, notamment The Wasp Woman. Au début des années 1960, Suzanne se retira progressivement de la scène publique. Les années qui suivirent furent marquées par un isolement croissant. Elle vivait dans une grande maison délabrée en Californie. Et à mesure que sa notoriété s'éteignait, sa santé mentale déclinait. Elle souffrait de dépression, de phobie et d'une paranoïa intense. Son fils unique, Timothy Roman, était atteint d'une forme de nanisme hypophysaire. Grâce à un traitement expérimental utilisant des hormones extraites de glandes pituitaires de cadavres, il était passé d'une taille prévue de 1,20 m à plus d'1,50 m. Mais ces traitements comportaient des risques, certains lots s'étaient révélés contaminés par des éléments liés à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une affection cérébrale rare et mortelle. L'état psychologique de Timothy, déjà fragile du fait d'un environnement instable, devint une source d'inquiétude supplémentaire. Dans la nuit du 10 décembre 1986, un appel au 911 fut passé depuis le domicile de Suzanne. Timothy déclara au secours qu'un cambrioleur avait pénétré dans la maison et les avait attaqués, lui et sa mère. Les secours arrivèrent en quelques minutes et trouvèrent Timothy calmement assis à l'extérieur. À l'intérieur, c'était le chaos. Des ordures et de la nourriture pourrie jonchaient le sol. Une odeur de décomposition flottait dans l'air. Dans la chambre de Suzanne, elle gisait morte, vêtue d'une nuisette violette, la tête enveloppée de linge imbibé de sang.
Du sang maculait les murs, son crâne avait été fracassé par des coups répétés. Le récit de Timothy s'effondra rapidement. Il affirma d'abord que l'agresseur était un homme latino, masqué, déguisé en ninja. Mais les incohérences dans sa version, l'absence de traces d'effraction et la découverte de l'arme du crime cachée dans sa chambre menèrent à son arrestation. Il finit par avouer le meurtre. Il expliqua que Suzanne s'était réveillée en plein délire, hurlant et l'attaquant avec une barre de musculation et un scalpel. Pris de panique, il l'avait maîtrisée et battue à mort. Le procès qui suivit, en 1989, passionna l'opinion publique. Timothy fut d'abord accusé de meurtre au second degré. Mais à mesure que s'accumulaient les preuves du déclin mental de Suzanne et de l'état psychologique fragile de son fils, l'accusation fut requalifiée. La défense le présenta comme le produit tragique d'une expérimentation médicale inhumaine et d'une mère profondément dérangée. Le tableau dressé était celui d'un foyer rempli de peur, de délire et d'instabilité émotionnelle. Un rapport pédiatrique révéla que le comportement de Suzanne avait commencé à nuire au développement émotionnel de Timothy dès l'âge de 11 ans. La juge, Darlene Echamp, fut visiblement bouleversée par les preuves, en particulier par une vidéo montrant l'état déplorable de la maison. Elle reconnut le lourd fardeau psychologique que Timothy avait porté. Le 10 octobre 1989, il fut reconnu coupable d'homicide involontaire. Tenant compte du temps déjà passé en détention, il fut condamné à 3 ans de probation. La mort de Suzanne Cabot scella une fin tragique à une vie marquée par les blessures du passé et noyée dans l'oubli d'une célébrité déchue. La maison de Charmion Lane, jadis perchée au-dessus de Los Angeles, a depuis été démolie. Nous sommes le 16 octobre 2024 à Buenos Aires, en Argentine. Liam Payne, ancien membre du groupe One Direction, âgé de 31 ans, séjourne à l'hôtel Casa Sur Palermo. Ce qui s'est passé durant ces dernières heures allait devenir l'une des histoires les plus troublantes de ces dernières années concernant une célébrité. Liam était venu en Argentine avec un ami qui était aussi son manager à temps partiel, Rogelio Roger Nores. Le voyage devait être court et sans histoire. Mais ce qui s'est déroulé dans sa chambre d'hôtel a révélé une réalité bien plus sombre. Liam traversait des difficultés personnelles profondes. D'après les dossiers judiciaires, Liam avait contacté 2 femmes, Aldana Serrano et Lucila Guitea, via un site proposant des services pour adultes. Elles sont arrivées dans sa chambre vers 11h30 du matin. Elles ont ensuite déclaré aux enquêteurs que Liam consommait une substance cristalline tout en buvant du whisky. Il leur aurait demandé de l'aider à se procurer plus de drogue, mais elles ont refusé. Le trio a eu des rapports intimes, mais l'ambiance a rapidement changé. Il a brisé une montre et un téléviseur, laissant la chambre sans dessus-dessous. Les enquêteurs ont retrouvé du papier aluminium brûlé, des vêtements éparpillés et une forte odeur d'alcool dans la pièce. Au bout d'environ 2h30, il leur a demandé de partir. Les 2 femmes sont sorties, mais sont revenues peu après pour récupérer des affaires oubliées. À ce moment-là, Liam semblait apaisé. Il s'est excusé et s'est même mis à genoux pour demander pardon. Un rapport toxicologique a ensuite révélé un mélange inquiétant de substances dans son organisme. Alcool, antidépresseurs et plusieurs drogues synthétiques. Son taux d'alcoolémie était extrêmement élevé, suffisant pour provoquer une désorientation grave. Des témoignages ont permis de reconstituer les dernières heures de Liam. Michael Fleischmann, un touriste logeant au même hôtel, l'a vu vers 14h, agité et criant dans le hall. Il se disputait avec une femme à propos d'argent, allant jusqu'à dire « Je te donne 20 000 $ juste parce que je peux ». Le directeur de l'hôtel a dû intervenir et faire la traduction pendant l'échange. Fleischmann a compris plus tard, en voyant les informations, qu'il s'agissait de Liam Payne. Ce jour-là, un appel d'urgence a été passé pour signaler le comportement inquiétant de Liam, possiblement sous l'influence de substances. Le réceptionniste, Esteban Grassi, a raconté que Liam avait appelé plusieurs fois la réception pour demander de l'alcool et des drogues. Devant le refus du personnel, il serait devenu verbalement agressif. Les enregistrements téléphoniques et les vidéos de surveillance ont montré que Liam était en contact avec 2 employés de l'hôtel, Brian Pess et Ezequiel Pereira. Selon les procureurs, ces derniers lui ont vendu de la drogue à 2 reprises. Pais a nié, affirmant qu'ils consommaient simplement ensemble de manière sociale, mais des messages échangés montrent clairement des transferts d'argent et des rendez-vous planifiés. Dans un message, Liam proposait 100 $. Les enquêteurs ont confirmé qu'il était descendu à la réception pour demander du liquide, probablement pour finaliser l'achat. Les autorités ont aussi découvert que Pais vivait dans une zone connue pour le trafic de drogue. Bien qu'il ait affirmé ne pas en tirer de profit, lui et Pereira ont été arrêtés et risquent jusqu'à 14 ans de prison. Parallèlement, un psychiatre avait averti Roger Nores que l'état mental de Liam se détériorait et que mélanger médicaments et substances était extrêmement dangereux. Malgré cela, la police a conclu à un accident. Liam aurait été désorienté et inconscient de ses actes au moment de sa chute depuis le balcon du 3e étage. L'autopsie a révélé de multiples blessures internes et externes. L'enquête britannique a classé la cause du décès comme un polytraumatisme dû à la chute.
Plusieurs personnes ont d'abord été inculpées, dont Norès Grassi et la directrice de l'hôtel, Gilda Martin, pour négligence. Mais après plusieurs mois d'enquête, la justice les a blanchis. Il n'y avait pas assez de preuves qu'ils avaient aidé Liam à se procurer des substances ou qu'ils avaient contribué à son état. Les juges ont estimé que, même si Norès n'avait pas apporté le soutien émotionnel nécessaire, il ne pouvait être tenu légalement responsable. Liam, ont-ils souligné, était un adulte capable de prendre ses propres décisions. 2 personnes, Pais et Pereira, restent en détention en attente de leur procès. Un touriste, Brett Watson, qui a vu Liam tomber, a déclaré plus tard à TMZ que c'était une image qu'il n'oublierait jamais. Les caméras de sécurité ont également filmé 3 hommes, aidant Liam à retourner dans sa chambre peu avant l'incident, dont l'un a été identifié comme étant Esteban Grassi. L'histoire de Liam Payne ne s'est pas terminée avec la musique et le succès. Elle s'est achevée dans la douleur, au terme d'un parcours intérieur difficile que peu avaient vu venir et que presque personne n'a pu arrêter. Nous sommes le 17 mars 1999 à Winchelsea, dans l'East Sussex. Rodney Stephen Hull, un comédien britannique de 63 ans célèbre pour son imprévisible marionnette Emu, était chez lui, prêt à regarder un match de la Ligue des Champions entre Manchester United et l'Inter Milan. Plus tôt dans la soirée, Hull avait assisté à la première de la pièce Animal Crackers dans le West End à Londres, accompagné d'amis dont Joanne, ancienne comtesse de Bradford, et son mari, Richard. Malgré l'ambiance animée, Hull semblait préoccupé, se plaignant fréquemment de la mauvaise réception de sa télévision. Depuis des semaines, Hull rencontrait des problèmes de signal et il voulait regarder le match avec son fils de 19 ans, Oliver. Pendant leur sortie, il plaisanta en disant qu'il pourrait grimper sur son toit pour régler l'antenne. Joanne suggéra que cela pourrait être une solution rapide sans se douter des conséquences tragiques que cette remarque aurait plus tard. De retour chez lui en cette soirée orageuse, Hull devint de plus en plus frustré par la mauvaise réception. Déterminé à régler le problème, il décida de monter sur le toit lui-même. C'était une tâche qu'il avait déjà accomplie à plusieurs reprises, donc il n'hésita pas. Aux alentours de 20h20, pendant la mi-temps, Hull installa une échelle à l'extérieur. Malgré les vents violents et la visibilité réduite, il grimpa pour ajuster l'antenne. À l'intérieur, Oliver entendit des bruits dehors, un léger choc suivi d'un bruit plus lourd. Inquiet, il sortit et appela son père. N'obtenant aucune réponse, il monta sur le toit, mais ne trouva pas Hull. À la place, il découvrit son père étendu, inerte, au sol près de la serre. Alarmé, Oliver contacta les services d'urgence et appela sa mère, qui vivait en Australie, lui annonçant avec panique que son père était tombé et qu'il ne ressentait plus de pouls. À l'arrivée des ambulanciers, ceux-ci tentèrent de stabiliser Hull, mais ses blessures étaient graves. Il fut transporté en urgence à l'hôpital Conquest de Hastings, où il fut déclaré mort à son arrivée. Le rapport du coroner confirma que les blessures causées par la chute étaient fatales. Bien que certaines spéculations évoquèrent une possible crise médicale avant la chute, l'enquête conclut que le décès résultait de l'impact. La nouvelle de la mort de Hull choqua ses fans et ses collègues. Connu pour son humour chaotique, Hull avait marqué la télévision avec des moments mémorables, notamment grâce aux pitreries d'Emu. L'une de ses scènes les plus célèbres reste l'attaque d'Emu sur l'animateur Michael Parkinson, un moment encore gravé dans les mémoires. Sa mort soudaine marqua la fin d'un chapitre unique dans le monde du divertissement britannique. Son ami de longue date, Giles Brandrett, exprima plus tard un sentiment de culpabilité concernant l'accident. Lors d'un podcast, il se rappela avoir plaisanté en suggérant à Hull de monter sur le toit pour réparer l'antenne. Bien qu'il n'ait pas été présent au moment des faits, il pensait que ses paroles avaient peut-être influencé la décision de Hull. Cependant, sa version des événements n'était pas tout à fait exacte. La sortie au théâtre qu'il mentionna avait en réalité eu lieu la veille de l'accident, et Joanne contesta cette version. Selon elle, c'était elle et son mari qui avaient accompagné Hull ce soir-là, et non Brandrett. Oliver, quant à lui, parla également du regret qu'il portait depuis cette nuit-là. Il avait proposé de monter sur le toit à la place de son père, mais ce dernier insista pour s'en charger lui-même. Pour Oliver, ce souvenir resta une source de douleur, bien que personne n'aurait pu prévoir une issue aussi tragique. Les funérailles de Rod Hull furent une cérémonie modeste empreinte de son humour caractéristique. À un moment donné, alors que le cercueil était amené, un bruit rappelant le bec d'Emu résonna dans la pièce. Un adieu approprié pour le comédien qui avait apporté tant de joie et de rire. L'histoire de Hull est un avertissement sur les risques des tâches quotidiennes et l'imprévisibilité de la vie. Ce soir-là, dans la tempête, Hull fit ce qu'il avait toujours fait, prendre les choses en main. Malheureusement, la combinaison de la météo et des circonstances s'avéra fatale.
Des décennies plus tard, l'héritage de Hull perdure à travers les rires qu'il a partagés avec son public et le lien inoubliable entre lui et sa marionnette chaotique, Emu. Bien que sa disparition ait été une perte déchirante, elle rappelle aussi l'importance de la prudence et la fragilité de la vie. Le 11 octobre 2006, un petit avion s'écrasa contre un immeuble résidentiel de grande hauteur dans le quartier de l'Upper East Side à Manhattan. À bord de l'avion, et peut-être même aux commandes, se trouvait Corey Liddell, un lanceur de baseball des New York Yankees, âgé de 34 ans, qui approchait de la fin de sa carrière. Liddell, passionné d'aviation, volait avec son instructeur de vol, Tyler Stanger, lorsque la tragédie survint. Corey Liddell avait eu une carrière de 10 ans en Major League Baseball, ayant joué pour plusieurs équipes, dont les New York Mets, les Tampa Bay Devil Rays, les Oakland Athletics, les Toronto Blue Jays, les Cincinnati Reds, les Philadelphia Phillies et plus récemment les New York Yankees. Liddell était connu pour sa forte capacité à lancer en tant que lanceur droitier. Il fit ses débuts en Ligue majeure avec les Mets en 1997 et se bâtit une solide réputation au fil des années. Bien qu'il ne fût pas une superstar, il était un performeur fiable sur le monticule, reconnu pour son esprit compétitif et son caractère franc, ce qui le rendait parfois impopulaire parmi les fans et les autres joueurs. Il était critique envers les joueurs utilisant des stéroïdes, comme Barry Bonds. La passion de Liddell pour l'aviation s'était intensifiée dans les années précédant l'accident. Il obtint son brevet de pilote au début de l'année 2006 et acheta un Cirrus SR-20, un avion monomoteur. La même année, la saison des Yankees se termina en octobre par une défaite lors de la série de division de la Ligue américaine, et Liddell, accompagné de son instructeur de vol Stanger, partit pour ce qui devait être un vol de découverte routinier. L'avion décolla de l'aéroport Teterboro du New Jersey à 14h21. Liddell et Stanger avaient du prévu de survoler les monuments emblématiques de New York, tels que la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn et l'Empire State Building. L'itinéraire les conduisait le long de l'East River, où les pilotes peuvent voler sous les règles de vol à vue, ce qui signifie qu'ils naviguent à vue plutôt que de se fier uniquement aux instruments. Cependant, la catastrophe se produisit lorsque de fortes rafales de vent venant de l'est dévièrent l'avion de sa trajectoire. Alors que l'appareil tentait de faire un virage de 180 degrés au-dessus de la rivière, il fut pris dans le vent et soufflé contre le Bel Air Apartments, un immeuble résidentiel de 50 étages situé rue 72 Est. L'avion heurta le bâtiment autour du 30e étage, s'écrasant la tête la première et enflammant plusieurs appartements. L'impact tua instantanément Liddell et Stanger, bien que, miraculeusement, personne dans l'immeuble ou dans la rue ne perdit la vie. L'accident provoqua une grande inquiétude à New York. Avec les souvenirs encore vifs des attentats du 11 septembre, la vue d'un avion percutant un gratte-ciel raviva les craintes d'un autre attentat terroriste. Cependant, les autorités écartèrent rapidement toute hypothèse criminelle, concluant que l'accident était une tragédie accidentelle. Le National Transportation Safety Board, NTSB, lança une enquête et conclut finalement que l'accident était dû à une erreur du pilote. Selon leur rapport, la tentative de l'avion de faire un virage brusque dans un espace restreint fut mal exécutée, ce qui entraîna l'accident. Il n'a pas été possible de déterminer si Liddell ou Stanger étaient aux commandes lorsque l'accident se produisit. Les Yankees portèrent des brassards noirs en mémoire de Corey Liddell tout au long de la saison 2007, et sa veuve ainsi que son jeune fils lancèrent le premier lancer symbolique au Yankee Stadium lors du jour d'ouverture. Liddell laisse derrière lui une femme et un fils de 6 ans. Le 30 novembre 2013 commença agréablement pour Paul Walker. L'acteur de 40 ans, surtout connu pour son rôle dans la franchise adorée Fast and Furious, passait la journée avec sa mère et sa fille de 15 ans, Meadow. Ils discutaient tous les trois de l'achat d'un sapin de Noël lorsque Paul reçut un message, lui rappelant soudain un événement auquel il devait assister. Il partit précipitamment, totalement inconscient du destin tragique qui l'attendait. Un destin qui allait bientôt choquer le monde entier. Paul Walker, né Paul William Walker le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie, semblait destiné à être sous les feux des projecteurs dès son plus jeune âge. Avec une mère qui travaillait comme mannequin et un père ancien boxeur amateur, Paul baigna dans le milieu du divertissement très tôt, préparant ainsi le terrain pour son avenir en tant que star bien-aimée d'Hollywood. La carrière de Paul débuta à l'âge de 2 ans avec une publicité pour Pampers et il enchaîna avec de petits rôles dans des séries télévisées comme Highway to Heaven et Charles in Charge pendant qu'il était encore à l'école. Sa carrière prit son envol à la fin des années 1990 lorsqu'il apparut dans des films tels que Pleasantville et Elle est trop bien.
Cependant, c'est son rôle de Brian O'Connor, un policier infiltré dans The Fast and the Furious, sorti en 2001, qui le propulsa vers la célébrité et établit sa place à Hollywood. Tout au long de sa carrière d'acteur, Paul Walker était connu pour sa passion pour les voitures et les courses, ainsi que pour son engagement dans des œuvres caritatives. C'est d'ailleurs une combinaison de ces trois passions qui conduisit à sa fin prématurée le 30 novembre 2013. Ce jour-là, il assista à un événement caritatif organisé par son association Reach Out Worldwide. L'événement se tenait dans un garage de voitures de haute performance appartenant à Paul et à son ami Roger Rodas, un ancien pilote de course qui gérait également les finances de Walker. Après l'événement, Paul et Roger décidèrent de faire un tour dans une Porsche Carrera GT de 2005, une voiture de sport à haute vitesse, réputée difficile à manier. Il était environ 15h30. Paul et Roger venaient de quitter l'événement. Roger était au volant et Paul était sur le siège passager. La Porsche roulait à une vitesse estimée à 160 km/h. C'est alors que Roger perdit le contrôle de la voiture. La Porsche heurta un trottoir, un arbre et un poteau électrique, puis percuta un autre arbre. Ensuite, elle prit feu. Les personnes présentes à l'événement caritatif, employés et amis, se précipitèrent vers les lieux mais furent confrontés à une vision dévastatrice. La voiture était en flammes et leurs tentatives de secourir Paul et Roger furent vaines. Le jeune fils de Roger assista également à cette scène catastrophique. Les deux hommes furent déclarés morts sur place. Paul Walker mourut des suites d'un mélange de blessures traumatiques, graves et de brûlures. Le département du shérif du comté de Los Angeles conclut finalement que la vitesse de la voiture et l'usure des pneus furent les principaux facteurs de l'accident. Leur enquête révéla que le véhicule roulait à une vitesse comprise entre 130 et 160 km/h au moment de la perte de contrôle et qu'aucune trace de drogue ou d'alcool n'avait été trouvée chez les deux hommes. Cet événement tragique provoqua un choc à Hollywood. Les fans et les collègues pleurèrent la perte de Paul Walker, un acteur apprécié et admiré de tous. La fille de Paul, Meadow, porta plainte contre Porsche pour mort injustifiée, affirmant que des défauts de conception dans la Carrera GT avaient causé la mort de son père. Alors que Porsche soutenait que la voiture avait été maltraitée et modifiée, les deux parties finirent par trouver un accord confidentiel en 2015. Paul Walker décéda alors qu'il tournait Furious 7, obligeant la production à s'arrêter pendant que les producteurs demandèrent à sa famille comment continuer. Son frère, Cody Walker, intervint pour aider à terminer les scènes restantes et des effets spéciaux en CGI furent utilisés pour rendre hommage à la mémoire de Walker à l'écran. La scène de l'accident à Santa Clarita devint un monument improvisé où des fans du monde entier laissèrent des fleurs, des lettres en mémoire de Paul. Le 22 juin 1994, à Medellín, en Colombie, Andrés Escobar, un défenseur de 27 ans de l'équipe nationale de football colombienne, vient de rentrer des États-Unis. La Colombie est entrée dans la Coupe du Monde avec de grands espoirs, ayant terminé en tête de son groupe de qualification et battu l'Argentine 5-0 dans un match mémorable. Même la légende du football brésilien Pelé les considérait comme les favoris pour la victoire. Cependant, leurs rêves ont été anéantis prématurément et les conséquences allaient être tragiques. Né le 13 mars 1967, Andrés a grandi dans une famille de classe moyenne. Il a eu une passion pour le football, marchant sur les traces de son frère aîné, Santiago. Andrés a montré très jeune un grand potentiel et a fini par poursuivre une carrière professionnelle dans ce sport. Jouant d'abord comme milieu de terrain, il a changé de poste pour la défense sous la direction de l'entraîneur Carlos Pisis Restrepo, qui estimait que sa taille et ses compétences seraient mieux adaptées à cette position. À 18 ans, Andrés a signé avec l'Atlético Nacional, la même équipe que son frère, marquant le début de sa carrière de footballeur professionnel. Il a eu sa grande chance lorsque le joueur senior Francisco Maturana a quitté l'équipe en raison d'un désaccord. Cela a ouvert la porte à Andrés pour devenir titulaire et à l'âge de 20 ans, il avait obtenu une place régulière dans l'équipe. En 1988, Andrés a fait ses débuts avec l'équipe nationale colombienne lors d'un match contre le Canada. Ses solides performances lui ont rapidement valu une place aux côtés de joueurs clés comme René Higuita et Carlos Valderrama. Malgré les inquiétudes concernant sa jeunesse et son manque d'expérience, Andrés a impressionné les critiques et les fans. Un moment fort est survenu lorsqu'il a marqué un but de la tête contre l'Angleterre, ce qui a consolidé son statut de star montante du football colombien. En 1989, Andrés a marqué le but de la victoire pour mener l'Atlético Nacional à la victoire en Copa Libertadores.
Libertadores. Cependant, ce succès a eu des dessous sombres, car des cartels de la drogue, y compris ceux dirigés par Pablo Escobar, étaient fortement impliqués dans le football colombien. Malgré cet environnement, le talent d'Andrés est resté indéniable. Après avoir brièvement joué pour un club suisse, Andrés est retourné en Colombie et a remporté d'autres titres, dont le championnat national en 1991. Une blessure au genou l'a tenu à l'écart de la Copa América 1993 et des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Mais il s'est rétabli à temps pour la Coupe du Monde 1994, portant les espoirs de la nation sur ses épaules. Le parcours de la Colombie en Coupe du Monde a mal commencé avec une défaite 3-1 contre la Roumanie. Lors de leur deuxième match contre les États-Unis, la tragédie a frappé. Dans un moment crucial, Andrés a accidentellement marqué un but contre son camp en essayant de bloquer un centre. Cette erreur et un autre but des États-Unis ont conduit à l'élimination de la Colombie malgré une victoire ultérieure contre la Suisse. Après la défaite, Andrés a déclaré aux journalistes « La vie ne s'arrête pas là », restant déterminé à faire face aux conséquences du match. Le 2 juillet 1994, quelques jours seulement après son retour à Medellín, Andrés est allé dans une boîte de nuit avec des amis. Là, il a rencontré David et Santiago Galón, deux trafiquants de drogue locaux. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils ont commencé à se moquer de lui à propos de leur but. Andrés a tenté de s'éloigner de la confrontation, mais a été suivi jusqu'au parking. Lorsqu'il a expliqué que c'était juste une erreur, l'argument a dégénéré et l'un des hommes a sorti une arme à feu, lui tirant 6 fois dessus. Andrés a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. Sa mort a choqué la Colombie et la communauté internationale. La police a arrêté Humberto Castro Muñoz, un garde du corps des frères Galón qui a avoué le meurtre. Il a été condamné à 43 ans de prison, bien que sa peine ait été réduite par la suite. On estime que 120 000 personnes ont assisté aux funérailles d'Andrés Escobar. Sa mort est devenue un symbole du lien profond entre le football et la violence liée à la drogue qui a ravagé la Colombie. Bien que des efforts aient été faits pour améliorer ses conditions, de nombreux problèmes sous-jacents demeurent. Des années après la mort d'Andrés, la communauté du football colombien a continué à ressentir le poids de cette tragédie. En 2018, après qu'un carton rouge a été infligé au milieu de terrain Carlos Sanchez lors d'un match de Coupe du Monde, il a reçu des menaces de mort. Santiago a pris la parole, rappelant au public les problèmes persistants qui continuent d'affecter le football et la société colombienne. Par une nuit d'été en 1975, une étoile montante du théâtre et de la télévision américaine a connu une fin tragique et absurde. La promesse d'un avenir radieux fut brutalement anéantie, laissant derrière elle le chagrin, l'incompréhension et un mystère glaçant qui demeure non résolu à ce jour. Barbara Colby est née le 2 juillet 1939 et a découvert sa passion pour le théâtre durant sa dernière année de lycée à la Nouvelle-Orléans. Après avoir obtenu son diplôme en 1957, elle reçut une bourse pour le Bard College à New York, puis suivit un semestre d'études à la Sorbonne, à Paris. Une fois ses études terminées, elle s'installa à Manhattan, exerçant brièvement les métiers de serveuse et de secrétaire, tout en se consacrant entièrement à sa carrière d'actrice. Son travail sur scène attira rapidement l'attention. Après une performance remarquée dans 6 personnages en quête d'auteur en 1964, elle enchaîna ensuite les rôles dans de nombreuses pièces, recevant notamment des éloges pour son interprétation de Portia dans Jules César. Barbara dégageait un charisme bien au-delà des planches. Son rire franc, sa voix grave et son enthousiasme communicatif lui valurent l'affection de nombreux collègues comédiens. Très spirituelle, elle était une fervente adepte de Swami Muktananda et croyait profondément en la dimension mystique de la vie. Au début des années 1970, elle menait une carrière entre les côtes Est et Ouest, apparaissant dans de nombreuses séries télévisées populaires. Sa prestation marquante dans le rôle de Sherry dans The Mary Tyler Moore Show lui valut d'être choisie pour interpréter Julie Erskine dans Phyllis, une nouvelle série avec Cloris Leachman. Le soir du 24 juillet 1975, Barbara donnait un cours de théâtre à Venice, en Californie. Après la fin du cours, vers 23h50, elle se rendit au parking voisin avec l'acteur James Kiernan. Il était courant pour Barbara et ses collègues de rester discuter un moment après les cours. Ce soir-là, l'acteur Ron Rifkin, qui les rejoignait souvent, était resté chez lui, malade, un hasard qui lui sauva la vie. Alors que Barbara et James s'approchaient de leur voiture, 2 hommes à bord d'un van clair les abordèrent. Aucun mot n'a été échangé, aucune tentative de vol, aucun avertissement. Chacun fut touché par une balle. Une résidente, alertée par des cris et des coups de feu, appela la police peu avant minuit. À leur arrivée, Barbara était déjà morte. Une balle de petit calibre avait traversé son bras gauche et son thorax, endommageant mortellement un poumon. Elle avait 36 ans.
James, encore en vie, fut transporté d'urgence au David Broadman Memorial Hospital. Avant de succomber à ses blessures à 1h32 du matin, il expliqua à la police ce qu'il s'était passé. Il ne connaissait pas les agresseurs, l'attaque avait été soudaine et sans raison apparente. Ce témoignage mena à l'arrestation et à l'interrogatoire de 6 jeunes hommes, mais aucun lien avec le crime ne fut établi. L'attaque avait tous les traits d'un meurtre ciblé ou d'un acte de violence gratuite. La vérité ne fut jamais découverte. La mort de Barbara Colby choqua le monde du spectacle et anéantit ses proches. Les 3 premiers épisodes de Phyllis furent diffusés à titre posthume en septembre 1975. Elle laissa derrière elle sa mère, sa demi-sœur Renée, et l'héritage d'un talent rare, profond. Son meurtre reste à ce jour une affaire non élucidée. Le 3 janvier 2025, à Los Angeles en Californie, Jeff Baena, réalisateur et scénariste respecté, vivait seul depuis sa séparation discrète avec l'actrice Aubrey Plaza, survenue quelques mois plus tôt, en septembre 2024. Leur relation avait toujours été très privée, mais cette rupture a marqué une période difficile pour Baena, une période qui s'est malheureusement terminée en tragédie. Baena et Plaza étaient ensemble depuis 2011, après s'être rencontrés lors d'une soirée jeux entre amis. Ils avaient rapidement accroché grâce à leur passion commune pour le cinéma et avaient ensuite collaboré sur plusieurs films. Life After Beth, Joshi, The Little Hours et Spin Me Round. En 2021, ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie dans leur jardin. Pour le public, leur relation semblait solide, mais à la fin de 2024, quelque chose avait manifestement changé. D'après le rapport du médecin légiste du comté de Los Angeles, ils s'étaient séparés en septembre. Plaza avait déménagé à New York, tandis que Baena était resté à Los Angeles. En octobre, Baena a tenu des propos inquiétants lors d'une conversation avec Plaza. Inquiète, elle a demandé à un ami de passer le voir. Baena a alors commencé une thérapie. Il n'avait pas d'antécédents connus de troubles émotionnels, et son entourage n'avait jamais observé de signes alarmants auparavant. Mais ses proches ont commencé à s'inquiéter. Il ne souffrait d'aucun problème connu lié à la consommation de substances, ce que les analyses toxicologiques ont d'ailleurs confirmé. Cependant, Baena luttait contre de sérieux troubles du sommeil. Les experts affirment qu'un manque de sommeil chronique peut avoir un impact considérable sur la santé mentale. La nuit précédant le 3 janvier, Baena et Plaza ont échangé au téléphone. Malgré leur séparation, ils étaient restés en contact. Leur dernière conversation n'a suscité aucune inquiétude de la part de Plaza. Le lendemain matin, elle a reçu un message de Baena qui paraissait tout à fait normal. À 10h25, la promeneuse de chiens de Baena est arrivée à son domicile. Elle venait régulièrement et connaissait bien sa routine. Ce jour-là, elle a immédiatement remarqué de la musique forte à l'intérieur, ce qui n'était pas habituel. Elle a frappé et appelé sans réponse. Prise d'inquiétude, elle est entrée. Ce qu'elle a découvert était bouleversant. Jeff Baena était décédé. Elle a immédiatement sorti le chien et contacté les secours. Lorsque les autorités sont arrivées, elles ont confirmé le décès et ouvert une enquête. Son téléphone avait été posé sur une marche entre les rampes d'escalier. Aucun mot, aucun message, mais le placement du téléphone semblait intentionnel. La maison était en ordre, sans trace d'intrusion ni de lutte. Hormis la musique, tout était silencieux. Le dernier message qu'il avait envoyé à Plaza datait de 7h36, heure locale. Quand la promeneuse est arrivée, il était déjà trop tard. Plaza a pleinement collaboré avec les enquêteurs. Elle a confirmé leur séparation et indiqué que Baena avait entamé une thérapie en octobre. Bien qu'il traversait une période émotionnellement difficile, aucun comportement alarmant n'avait été rapporté récemment. Le médecin légiste a conclu à un décès volontaire. Son thérapeute, dont l'identité n'a pas été révélée, a confirmé que Baena suivait bien ses séances de manière régulière. La famille de Baena et Aubrey Plaza ont publié un bref communiqué commun évoquant une tragédie inimaginable et remerciant toutes les personnes qui leur ont témoigné leur soutien. Ils ont demandé à ce que leur vie privée soit respectée. Baena avait une longue carrière dans le cinéma. Après des études à NYU, il avait travaillé comme monteur adjoint, puis coécrit le film I Heart Huckabees en 2004. Il avait fait ses débuts de réalisateur en 2014 avec Life After Beth, suivi de Joshi, The Little Hours, Horse Girl et Spin Me Round. En 2021, lui et Plaza avaient créé Cinématoast, une série expérimentale pour Showtime. En dehors de son travail, Jeff Baena était connu pour rassembler les gens. Ses soirées-jeux étaient devenues une tradition dans son cercle d'amis et reflétaient la même chaleur humaine qu'il apportait sur ses plateaux de tournage. Ses proches le décrivent comme généreux, collaboratif et profondément humain. Ses funérailles ont eu lieu en privé le 10 janvier à Miami. Plaza n'a pas assisté au Golden Globe, organisé 2 jours plus tard. Lors de la cérémonie, le réalisateur Brady Corbett lui a rendu hommage dans son discours. Jeff Baena avait 47 ans. Nous sommes le 29 juillet 1980 à Studio City, en Californie. Charles McGraw, un acteur de 66 ans connu pour ses rôles de dur à cuire dans les films noirs et les westerns, vivait dans une maison paisible.
Avec une carrière s'étendant sur plus de 30 ans, l'apparence robuste et la voix distinctive de McGraw faisaient de lui une figure mémorable à Hollywood. Malgré son image à l'écran, ses dernières années furent marquées par des problèmes de santé, notamment une dégénérescence de la hanche qui le ralentissait considérablement. Ces difficultés le conduisirent à dépendre des soins de son ami Mildred Black, avec qui il vivait. Ce jour-là, McGraw entra dans sa salle de bain pour prendre une douche. En sortant, il glissa sur le sol mouillé et perdit l'équilibre. Tragiquement, il tomba à travers la porte vitrée de la douche et un éclat de verre brisé provoqua une grave blessure à son bras. L'accident entraîna une hémorragie importante. Dans son état affaibli, McGraw ne put se remettre de cette blessure. Mildred, alertée par le bruit de la chute, se précipita dans la salle de bain et trouva McGraw grièvement blessé. Elle appela immédiatement les secours, mais les ambulanciers arrivèrent trop tard. McGraw succomba à la gravité de ses blessures. La nouvelle de sa mort choqua le monde du spectacle. McGraw, connu pour ses rôles résilients et imposants dans des films comme Les Tueurs en 1946, T-Men en 1947 et Roadblock en 1951, était devenu un symbole de force à l'écran. Il était difficile pour ses fans et ses collègues de concilier son image de dur à cuire avec l'accident tragique qui mit fin à sa vie. Cette perte souligna combien même les individus les plus robustes peuvent être vulnérables face à des circonstances imprévues. Après la mort de McGraw, la Californie introduisit de nouvelles réglementations en matière de sécurité pour les portes de douche, exigeant qu'elles soient fabriquées en verre de sécurité. Cette mesure visait à prévenir des accidents similaires, marquant un changement durable né de cette tragédie. Bien que cette loi ne puisse ramener McGraw, elle devint un rappel de l'importance des précautions dans la vie quotidienne. Les contributions de McGraw à Hollywood laissèrent une empreinte significative. Il était une figure de proue du film noir, incarnant des personnages souvent confrontés à des dilemmes moraux complexes. Sa voix profonde et ses performances intenses apportaient une dimension unique à ses rôles. Au-delà des films noirs, McGraw montra sa polyvalence dans des films comme Spartacus en 1960, Les Oiseaux en 1963 et À bout de course en 1967. À la télévision, il apparut dans Adventures of the Falcon et incarna même Rick Blaine dans une adaptation de Casablanca en 1955. Ses performances consolidèrent sa réputation d'acteur talentueux et polyvalent. Né à Des Moines, dans l'Iowa, en 1914, McGraw grandit à Akron, dans l'Ohio. Jeune homme, il exerça divers métiers avant de poursuivre sa passion pour le théâtre. Après avoir perfectionné son art sur scène à New York, il fit la transition vers le cinéma, connaissant le succès à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale. Son allure robuste et sa présence imposante faisaient de lui un choix naturel pour les personnages complexes et granuleux qui définissaient le genre noir. Malgré son succès professionnel, McGraw affronta des défis personnels. Il épousa Freda Choykit en 1938, mais leur mariage prit fin en 1968, en partie à cause de ses problèmes avec l'alcool. Dans ces dernières années, sa santé déclina et il se reposa sur Mildred Black pour obtenir du soutien. Ces luttes personnelles révélèrent une facette différente de McGraw, contrastant fortement avec les personnages invincibles qu'il incarnait à l'écran. La mort de McGraw reste un rappel triste de l'imprévisibilité de la vie. Un simple accident domestique mit fin brutalement à une carrière et une vie qui avaient marqué tant de personnes. Cela souleva également des questions sur les circonstances de son décès, des matériaux plus sûrs ou une aide plus rapide aurait-il pu faire une différence. Bien que ces questions restent sans réponse, son héritage perdure à travers son travail et les leçons que son histoire transmet. Les films de Charles McGraw continuent de résonner auprès du public, rappelant son talent et l'empreinte qu'il a laissée à Hollywood. Sa mort prématurée souligne l'importance de la sécurité et de la vigilance dans les moments du quotidien. Bien qu'il soit parti, l'influence de McGraw demeure à la fois dans l'art qu'il a contribué à façonner et dans les vies qu'il a touchées. Le 20 octobre 1977, juste quelques jours après la sortie de leur 5e album studio, le groupe Lynyrd Skynyrd se trouvait à bord de son avion affrété en direction de Baton Rouge en Louisiane. Mais ce qui avait commencé comme un vol de routine vers leur prochain concert se transforma en l'un des moments les plus sombres de l'histoire du rock. Lynyrd Skynyrd, parti de débuts modestes, était devenu l'un des groupes les plus emblématiques du rock sudiste.
Formé à Jacksonville, en Floride, en 1964, le groupe s'était forgé une base de fans fidèles grâce à son mélange unique de rock, blues et musique country. Au milieu des années 1970, leur succès était devenu considérable et ils étaient désormais des icônes du rock. Mené par le charismatique chanteur Ronnie Van Zant, Lynyrd Skynyrd jouissait d'une popularité grandissante, gagnant sa place parmi les groupes les plus importants des années 1970. Le 17 octobre 1977, Lynyrd Skynyrd venait tout juste de sortir son 5e album studio, Street Survivor, et était en tournée pour le promouvoir. 2 jours plus tard, il se produisait au Greenville Memorial Auditorium en Caroline du Sud. Le 20 octobre 1977, le groupe se dirigeait vers Baton Rouge en Louisiane pour un concert prévu à l'Université d'État de Louisiane. Cependant, des inquiétudes concernant la sécurité de l'avion qu'ils avaient affrété auprès de la compagnie L&J d'Addison au Texas commençaient à peser sur le groupe. Le Convair CV240 dans lequel ils voyageaient avait près de 30 ans et de nombreux membres du groupe et de l'équipe avaient exprimé des réserves à son sujet. Quelques jours plus tôt, des flammes avaient été aperçues sortant du moteur droit, ce qui augmentait la peur générale. Cassie Gaines, la choriste du groupe et sœur du guitariste Steve Gaines, était particulièrement inquiète et avait même demandé à voyager par voie terrestre plutôt qu'en avion. Cependant, elle fut finalement convaincue de monter à bord. Ronnie Van Zant, le chanteur principal, connu pour son attitude sans peur, balaya les préoccupations d'un revers de main, déclarant que si c'était leur heure, il n'y avait rien à faire pour l'empêcher. La remarque de Van Zant, autrefois vue comme une expression réconfortante du destin, allait plus tard sembler étrangement prophétique. Le vol, qui devait être de routine, prit rapidement une tournure dramatique. À environ 18h42, les pilotes réalisèrent que l'avion était dangereusement à court de carburant. Une situation qui empirait à mesure qu'ils tentaient d'atteindre l'aéroport le plus proche. L'équipage tenta désespérément de naviguer vers l'aéroport de Macomb, mais ils se rendirent vite compte que l'avion ne parviendrait pas à y arriver. Un atterrissage d'urgence dans un champ était prévu, mais il était déjà trop tard. Vers 18h52, l'avion heurta des arbres et s'écrasa, se brisant en morceaux à quelques kilomètres de Gillsburg, dans le Mississippi. La scène du crash était épouvantable. Lorsque l'avion entra en collision avec la ligne des arbres, il se brisa et les passagers furent projetés de leur siège. Ronnie Van Zant, qui était allongé sans ceinture de sécurité, mourut instantanément à l'impact. Le guitariste Steve Gaines et sa sœur Cassie périrent également dans l'accident, tout comme le directeur de route adjoint Dean Kilpatrick et les 2 pilotes. Ceux qui survécurent au crash furent gravement blessés, dont le guitariste Gary Rossington et le batteur Artemus Pyle. Rossington raconta plus tard avoir entendu l'avion percuter les arbres, décrivant le bruit comme celui de centaines de battes de baseball frappant le fuselage avant qu'il ne perde conscience. Les efforts de sauvetage furent compliqués par l'emplacement isolé du crash. Les habitants locaux et les secouristes collaborèrent pour transporter les survivants vers les hôpitaux voisins, souvent en utilisant des camions comme ambulances de fortune. Dans le chaos qui suivit, de nombreux survivants n'étaient pas conscients de l'ampleur de la tragédie, apprenant les décès seulement après avoir été soignés pour leurs blessures. Le National Transportation Safety Board, NTSB, enquêta sur l'accident et détermina que la cause de la tragédie était l'épuisement du carburant et une perte totale de puissance due à l'inattention de l'équipage concernant l'approvisionnement en carburant. Bien qu'un ravitaillement ait été effectué avant de quitter Greenville, le moteur droit brûlait le carburant à une vitesse rapide, un problème qui avait échappé à l'équipage jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La perte de Ronnie Van Zant, Steve Gaines et Cassie Gaines fut un coup dévastateur pour Lynyrd Skynyrd et ses fans. Le groupe ne remonta pas sur scène pendant une décennie, jusqu'en 1987. Bien qu'il se soit reformé plus tard sous la direction de Johnny Van Zant, le frère de Ronnie, l'ombre du crash demeura toujours présente. Le 30 septembre 1955, l'acteur James Dean conduisait sa Porsche 550 Spyder bien aimée vers Salinas, en Californie, où il devait participer à une course automobile. À 24 ans, la carrière de James était en pleine ascension. Il était jeune, talentueux et séduisant, avec une aura de mystère et de rébellion qui captivait le public. Mais James Dean aimait aussi la course, une passion récente qui allait bientôt se heurter tragiquement à sa vie et à sa carrière. Né à Marion, dans l'Indiana, James Byron Dean grandit avec un esprit inquiet et une détermination à laisser son empreinte dans le monde. Il étudia le théâtre à l'UCLA et se distingua rapidement comme un talent remarquable. Les réalisateurs étaient attirés par son talent et son intensité, ce qui aboutit à sa performance révélatrice dans « À l'Est d'Éden» d'Elia Kazan.
Il était l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération et aurait peut-être pu devenir l'un des plus grands acteurs du monde, mais c'était sans compter sur sa passion pour la vitesse et le danger. Fin septembre 1955, James Dean venait de terminer le tournage d'un film intitulé Géant et avait hâte de retourner dans le monde de la course automobile. Il rêvait apparemment de participer un jour à la célèbre course d'Indianapolis 500. Son succès financier récent grâce à l'Est d'Éden lui avait permis d'investir dans sa passion en achetant une moto Triumph Tiger et une Porsche 356 Speedster. James échangea plus tard la Porsche 356 contre une voiture plus rapide et plus performante, une Porsche 550 Spider décapotable, qu'il surnomma affectueusement Little Bastard, un nom qui resterait dans l'histoire. Le 30 septembre 1955, James Dean se trouvait chez Competition Motors à Hollywood, accompagné de son mécanicien Porsche Rudy Wutterich. Ils avaient pour but de préparer la Little Bastard pour la course de Salinas. Au départ, Dean avait prévu de remorquer la Porsche derrière un break jusqu'à la course, mais Wutterich suggéra que Dean conduise la Spider jusqu'à Salinas pour s'habituer à sa nouvelle voiture. Après l'accord de Dean, Wutterich, Bill Hickman, un cascadeur de Warner Brothers, et le photographe Stanford H. Roth quittèrent Hollywood et se dirigèrent vers le nord sur la US Route 99, s'arrêtant brièvement pour faire le plein d'essence. Vers 15h30 ce jour-là, Dean fut arrêté par la police autoroutière de Californie au sud de Bakersfield, où il fut verbalisé pour excès de vitesse à 105 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. Le groupe se dirigea ensuite vers l'ouest sur la SR 166 SR 33, en direction de Blackwell's Corner via un itinéraire bien connu des conducteurs de voitures de sport. Une fois là-bas, ils rencontrèrent d'autres pilotes et quittèrent Blackwell's Corner à 17h15 en direction de Salinas sur la US Route 466. Il était environ 17h45 et James Dean et Rudy Wutterich roulaient vers l'ouest. Leurs compagnons étaient loin derrière. L'incident se produisit près du carrefour de ce qui était alors connu sous le nom de US Route 466. Aujourd'hui la State Route 46 et de la State Route 41. Alors que James Dean roulait vers l'ouest, une autre voiture, une Ford Tudor de 1950 conduite par un jeune homme de 23 ans appelé Donald Turnipseed, venait de l'est. En tournant à gauche sur la SR 41, il coupa directement la route de la Porsche de James Dean, Little Bastard. Dean eut juste le temps de comprendre ce qui allait se passer. Il tenta alors une manœuvre de course pour éviter l'impact, mais il était trop tard. Les deux voitures entrèrent presque en collision frontale. Little Bastard fit plusieurs tonneaux dans les airs avant d'atterrir dans un fossé au bord de la route. Lorsque les autorités arrivèrent, James Dean fut extrait de l'épave. Il était inconscient et gravement blessé, son pied gauche était coincé entre les pédales d'embrayage et de frein. Il avait le cou brisé, les jambes écrasées et souffrait de multiples fractures et lacérations. Wutterich avait été éjecté de la voiture, mais il était encore conscient, bien que souffrant d'une mâchoire et d'une hanche fracturée, ainsi que d'autres blessures. Le conducteur de la Ford, Donald Turnipseed, ne subit que des blessures mineures. James Dean fut transporté à l'hôpital commémoratif de guerre de Paso Robles où, à 18h20, le 30 septembre 1955, il fut déclaré mort à son arrivée. Une enquête tenue le 11 octobre 1955 conclut que la mort de Dean était accidentelle et Turnipseed ne fut pas reconnu coupable de faute. Cependant, cet accident entra à Turnipseed pour le reste de sa vie, et il parla rarement de cet événement publiquement. La nouvelle de la mort de James Dean choqua le monde et Hollywood. Son film le plus célèbre, La Fureur de vivre, fut diffusé près d'un mois après la mort de Dean dans cet accident de voiture. Le film immortalisa l'acteur et contribua à forger l'image d'un héros tragique parti trop tôt. Le 5 juin 2024, sur la petite île grecque de Symi, le docteur Michael Mosley, présentateur britannique de 67 ans et expert en santé, profitait de vacances en compagnie de son épouse Claire Bailey et de quelques amis. Ils étaient arrivés la veille. Ce matin-là, ils s'étaient détendus sur la plage d'Agios Nikolaos, au bord de l'eau. Plus tard dans la journée, le docteur Mosley décida de rentrer seul à pied jusqu'à leur logement. Une promenade d'à peine 2,5 km. Il emporta une petite bouteille d'eau, un sac à dos, un parapluie et un chapeau. Il laissa toutefois son téléphone de peur qu'il ne soit mouillé. Il semblait de bonne humeur et n'avait signalé aucun malaise. Connu pour relever des défis physiques et vulgariser des sujets de santé dans ses émissions, le choix de marcher ne suscita aucune inquiétude. Mais 2h30 plus tard, il avait disparu. Les caméras de sécurité ont permis de reconstituer son parcours. À 13h42, on le voit passer devant un café dans le village de Pedy. Quelques minutes plus tard,
Il apparaît à proximité d'un restaurant, puis à 14 heures, il est filmé passant devant une maison proche du sentier menant à Agia Marina. Ce trajet n'aurait dû prendre que quelques minutes, même sous la chaleur, mais quelque chose a mal tourné. Au lieu de suivre le chemin direct, il semble errer, s'arrête un instant contre un mur, vacille, puis disparaît de l'image. Il avait choisi un itinéraire passant par l'intérieur des terres, à travers les montagnes, un sentier connu pour être difficile, rocailleux et peu ombragé. Les guides locaux le décrivent comme trompeur. Ce jour-là, la température était extrême et des alertes canicules avaient été émises. Bien qu'il ait emporté un peu d'eau, la chaleur a pu rapidement devenir insupportable. Il est finalement arrivé près d'Agia Marina, une station balnéaire. Mais au lieu de se diriger vers le bar, situé à 80 mètres seulement, il s'est engagé vers une zone rocheuse derrière une clôture. Il s'y est effondré, hors de vue des vacanciers présents de l'autre côté. La disparition du docteur Mosley a donné lieu à 5 jours de recherches intensives. L'opération a mobilisé hélicoptères, bateaux, équipes de secours et de nombreux bénévoles. Sa femme et leurs 4 enfants adultes, Alex, Jack, Dan et Kate, ont participé activement, refaisant son parcours. Le 9 juin au matin, le maire de Simi, Lefterios Papakalodoukas, a remarqué quelque chose d'anormal près de la plage alors qu'il se trouvait en bateau. Il a prévenu le personnel d'un restaurant à proximité. Un serveur, Ilias Tsavaris, est allé vérifier. Il a vu une lueur étrange, le reflet d'une montre au soleil. En s'approchant, il a fait une découverte tragique. Le corps du docteur Mosley, allongé sur le dos, à quelques mètres seulement de la station balnéaire. Les secours ont été appelés. Les pompiers sont arrivés par bateau et ont commencé à inspecter la zone avec précaution. Son sac à dos a été retrouvé à proximité. Des photos ont été prises, le site bouclé et son corps transporté à Rhodes pour examen. L'autopsie n'a révélé aucun signe de blessure ou de violence. Les tests toxicologiques sonédium se sont avérés normaux. Les autorités estiment qu'il a pu succomber à un coup de chaleur ou à un malaise soudain. La cause officielle du décès a été notée comme indéterminée. On a également appris que le docteur Mosley n'avait emporté avec lui qu'un litre d'eau et un biscuit. Sans téléphone, il ne pouvait pas appeler à l'aide. Même pour un homme aussi en forme et expérimenté que lui, cette décision s'est révélée dangereuse. Ce qui rend l'histoire encore plus douloureuse, c'est à quel point il était proche du secours. Il se trouvait juste derrière une clôture, à quelques pas d'un lieu fréquenté. Même les hélicoptères de secours sont passés au-dessus de lui sans le repérer. Le docteur Mosley était reconnu pour sa capacité à rendre la science accessible. Des émissions comme Trust Me, I'm a Doctor ou It, Fast and Live Longer ont aidé un large public. Curieux, honnête et passionné, il s'est toujours engagé à partager le savoir. Ses expériences, parfois extrêmes, visaient toujours à mieux faire comprendre le corps humain. Après sa disparition, sa femme Claire l'a décrit comme gentil, drôle et brillant. Elle a remercié tous ceux qui ont participé aux recherches, en particulier les habitants de l'île, qui ont aidé sans même savoir qui il était. Ses collègues et son agence ont salué son impact et son intégrité. On ne saura peut-être jamais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ce que l'on sait, c'est que le docteur Michael Mosley a consacré sa vie à aider les autres. Et en fin de compte, il laisse derrière lui une histoire qui rappelle à quel point la vie peut être fragile, même pour les plus forts d'entre nous. Le 31 décembre 1997, à Aspen, dans le Colorado, Michael Lemoyne Kennedy, fils de 39 ans du regretté sénateur Robert F. Kennedy, passait le réveillon du Nouvel An avec sa famille. Fidèles à leur tradition annuelle, les Kennedy profitaient de vacances au ski à Aspen, une routine qui durait depuis des décennies. Cependant, cette journée festive se termina par une tragédie, ajoutant un nouveau chapitre à l'histoire déjà marquée par les drames de cette famille. Michael Kennedy, le 6e des 11 enfants, était habitué à l'attention publique et aux épreuves personnelles. À seulement 10 ans, il avait perdu son père dans une violente tragédie. Au fil des années, le nom Kennedy est devenu synonyme d'héritage de services publics, mais aussi d'une série de pertes déchirantes. Malgré ces défis, Michael avait tracé son propre chemin en tant qu'avocat, homme d'affaires et militant, s'investissant dans des causes comme la sécurité des armes à feu ou l'aide aux familles modestes via Citizens Energy Corporation qui fournissait du fioul à bas coût. Cependant, 1997 avait été une année tumultueuse pour Michael. Un scandale éclata lorsqu'il fut révélé qu'il avait entretenu une relation inappropriée avec une jeune fille qui travaillait comme babysitter pour la famille. Une relation qui aurait débuté alors qu'elle n'avait que 14 ans. Ces révélations entraînèrent sa séparation avec son épouse Victoria et provoquèrent des tensions au sein de la famille Kennedy. Son frère, Joseph P. Kennedy II, renonça même à sa campagne pour devenir gouverneur à cause de cette affaire. Malgré tout, Michael continua de s'investir dans des œuvres de service public, même si sa vie privée restait sous les projecteurs. Le soir du Nouvel An, Michael rejoignit sa famille pour une sortie au ski sur Aspen Mountain.
Les Kennedy, connus pour leur esprit aventurier, avaient une tradition consistant à jouer à une sorte de football à ski, un mélange de descente et de lancer de ballon. Bien que ce jeu ait généralement une ambiance ludique, il comportait des risques, notamment sur des pentes raides. Plus tôt dans la journée, il aurait été rapporté que les équipes de patrouille de la station avaient averti la famille d'arrêter le jeu pour des raisons de sécurité, mais les Kennedy décidèrent de continuer. Vers 16h15, alors qu'il dévalait la piste Copper Bowl sans casque, Michael perdit le contrôle de ses skis et heurta violemment un arbre. L'impact provoqua de graves blessures à la tête et au cou. Les patrouilleurs de la station arrivèrent rapidement sur les lieux et commencèrent à lui prodiguer des soins d'urgence, notamment des traitements cardiaques et une immobilisation de la colonne vertébrale. Malgré leurs efforts, Michael fut transporté en urgence à l'hôpital d'Aspen Valley où il fut déclaré mort à 17h50. Sa mort fut classée comme accidentelle. La perte tragique de Michael Kennedy bouleversa profondément sa famille et le grand public. Sa mère, Ethel Kennedy, qui avait déjà enduré la perte de son époux et d'autres membres de sa famille, fut profondément affectée. Des proches décrivirent une Ethel incapable de bouger ou de parler après avoir appris la nouvelle. D'autres membres de la famille, comme Kathie Lee Gifford, racontèrent comment Ethel refusa de quitter le chevet de son fils à l'hôpital, submergée par un chagrin immense. L'histoire de la famille Kennedy est marquée à la fois par des accomplissements extraordinaires et des tragédies incessantes. La mort de Michael fit écho aux pertes douloureuses du passé, notamment les assassinats de son oncle, le président John F. Kennedy, en 1963, et de son père en 1968. D'autres drames, comme la mort de David Kennedy en 1984 ou les controverses autour de William Kennedy Smith, vinrent alourdir les épreuves familiales. La disparition de Michael Kennedy rappelait une fois de plus la fragilité de la vie, même pour une famille aussi influente que les Kennedy. Ceux qui le connaissaient se souvenaient de son engagement à aider les autres. Malgré ses imperfections, Michael laissa un héritage de service public à travers son travail avec des organisations plaidant pour la sécurité et l'aide énergétique. Amis et collègues le décrivaient comme passionné, bienveillant et déterminé à faire une différence. La nature soudaine de sa mort et les circonstances entourant l'accident laissèrent des questions en suspens. Le jeu aurait-il dû être arrêté plus tôt? Aurait-il survécu si des précautions de sécurité, comme le port d'un casque, avaient été prises? Ces interrogations restent sans réponse, ajoutant à la douleur entourant cette perte. La vie de Michael Kennedy fut un mélange de promesses, de controverses et de dévouement. Sa mort, comme tant d'autres dans sa famille, souligna les défis immenses auxquels les Kennedy ont été confrontés au fil des générations. Pour toute leur influence et leur résilience, ils demeurent profondément humains, confrontés au deuil et à la perte comme n'importe quelle autre famille. La fin tragique de la vie de Michael Kennedy constitue un nouveau chapitre dans la saga continue de la dynastie politique la plus emblématique des États-Unis,